Dans le silence d'un parc, un homme plein de biens mais vide à l'intérieur remet en question le cours de sa vie. C'est alors qu'un enfant s'approche et avec un sourire pur, l'invite à dîner avec sa famille humble. Dans la simplicité de ce foyer, il découvre quelque chose que l'argent ne lui avait jamais offert, un sentiment d'appartenance. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. La place des Vosges baignait dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi parisienne. Les touristes déambulaient sous les arcades centenaires, tandis que les habitants du quartier profitaient des derniers rayons du soleil automnal. Assis sur un banc de pierre, Laurent Mercier observait ce ballet quotidien d'un regard vide. À 42 ans, cet homme élégant au costume impeccable et aux tempes grisonnantes incarnait la réussite à la française. Sa société de développement d'applications, Tech Future, valait plusieurs millions d'euros. Son appartement dans le 7e arrondissement faisait la couverture des magazines de décoration. Sa Maserati attirait les regards envieux. Pourtant, en ce mercredi de novembre, Laurent se sentait plus seul que jamais. Il avait quitté son bureau plus tôt, incapable de supporter une minute de plus les félicitations pour sa dernière acquisition d'entreprise. Chaque compliment sonnait creux. Chaque poignée de main lui semblait calculée. Il était devenu un symbole, une signature au bas d'un contrat, un nom sur une carte de visite. Mais qui était vraiment Laurent Mercier au-delà des chiffres d'affaires et des stratégies d'expansion? Son téléphone vibra pour la 10e fois. Sa mère, encore. Depuis son divorce 3 ans plus tôt, elle ne cessait de lui présenter des femmes parfaites issues de son cercle social. Des femmes dont l'intérêt pour sa fortune était à peine dissimulé derrière leur sourire de circonstance. Il ignora l'appel et rangea l'appareil dans sa poche. Un vent frais balaya la place, emportant quelques feuilles mortes dans son sillage. Laurent resserra son écharpe en cachemire autour de son cou. Il aurait dû rentrer, mais l'idée de retrouver son appartement vide, aux lignes épurées et aux meubles design dépourvus d'âme, lui était insupportable. Alors il restait là, à contempler cette vie qui s'écoulait devant lui, dont il se sentait spectateur plutôt qu'acteur. « Monsieur, vous avez fait tomber ça. » Une petite voix le tira de sa torpeur. Laurent baissa les yeux et découvrit une fillette aux cheveux châtains, nouée en 2 tresses imparfaites. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses joues rondes étaient rougies par le froid, et son manteau rouge un peu trop grand semblait avoir connu plusieurs propriétaires avant elle. Dans sa main tendue, elle présentait le porte-cartes en cuir de Laurent, qui avait glissé de sa poche sans qu'il s'en aperçoive. « Merci, petite », répondit-il en récupérant l'objet. « C'est très honnête de ta part. » La fillette haussa les épaules avec une simplicité désarmante. « Maman dit que ce qu'on prend aux autres nous manque aussi, même si on ne le sait pas tout de suite. » Laurent fut surpris par cette sagesse inattendue. Il regarda autour de lui, cherchant des yeux la mère de l'enfant. « Tu es toute seule? Où sont tes parents? Maman travaille encore. Elle finit à 18h30 à la boulangerie, puis elle vient me chercher. Je l'attends toujours ici après l'étude surveillée. Je m'appelle Sophie. » Elle s'assit à côté de lui sur le banc, sans attendre d'invitation, balançant ses jambes qui ne touchaient tout pas le sol. Laurent consulta sa montre, 17h45. Cet enfant attendait seul dans un parc parisien. « Ta mère te laisse attendre ici, toute seule? Je suis grande maintenant, » affirma Sophie avec fierté. « Et puis Madame Lenoir de la librairie me surveille de sa vitrine là-bas. Si quelqu'un m'embête, je dois courir chez elle. » Laurent sentit un pincement au cœur. Cet enfant semblait si vulnérable et pourtant si forte à la fois. Il l'observa sortir un livre usé de son petit sac à dos et commencer à lire, le visage concentré. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il, soudain curieux. « Les Misérables, mais c'est la version pour enfants, » précisa-t-elle en montrant la couverture. « C'est mon livre préféré. Cosette me ressemble un peu, sauf que moi, j'ai une gentille maman. » Pendant les 45 minutes qui suivirent, Laurent resta assis à côté de Sophie, captivé par ses récits d'école, ses observations sur les passants et sa façon unique de voir le monde. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait ni à ses réunions, ni à ses actions en bourse, ni à son image publique. Il était simplement présent, à l'écoute de cette petite fille qui parlait sans calcul ni arrière-pensée. Quand la grande horloge de la place sonna 18h30, Sophie rangea son livre. « Maman va arriver, elle est toujours à l'heure. » Effectivement, quelques minutes plus tard, une jeune femme apparut à l'entrée du square. Même à distance, Laurent fut frappé par sa présence. Elle ne correspondait en rien aux femmes qu'il côtoyait habituellement. Vêtue d'un simple jean, d'un pull bleu marine et d'une écharpe rouge assortie à celle de sa fille,
Elle dégageait une élégance naturelle que ni son évidente fatigue ni ses vêtements modestes ne parvenaient à dissimuler. « Maman !» s'écria Sophie en courant vers elle. La femme s'accroupit pour recevoir l'étreinte de sa fille, puis l'embrassa sur le front avant de replacer une mèche rebelle derrière son oreille. Ce geste, d'une tendresse infinie, toucha Laurent au plus profond de lui-même. Combien de temps depuis qu'on l'avait touché avec une telle sincérité? Sans réfléchir, il se leva et s'approcha d'elle. La mère le remarqua immédiatement et se redressa, une lueur interrogative dans le regard. « Bonjour, je suis Laurent Mercier. Votre fille m'a tenu compagnie pendant que vous travailliez. Elle est extraordinaire. » La femme lui adressa un sourire fatigué mais chaleureux et lui tendit la main. « Élise Dubois. J'espère que Sophie ne vous a pas importuné avec toutes ces histoires. »« Au contraire, » répondit Laurent en serrant cette main aux doigts légèrement rugueux, marqués par le travail. Elle m'a rappelé ce qu'était une conversation sincère. Un silence s'installa, ni gênant ni pesant, juste un moment suspendu où leurs regards se croisèrent vraiment. Ce fut Sophie qui rompit cet instant. « Maman, monsieur Laurent a l'air triste comme la dame du tableau de Picasso que nous avons vu au musée. Peut-être qu'il pourrait venir manger avec nous ce soir. Tu as fait ton gratin de pâtes, non ?» Élise rougit légèrement, visiblement embarrassée par la proposition spontanée de sa fille. « Sophie, on ne dérange pas les gens comme ça. Monsieur a sûrement d'autres obligations bien plus importantes. » Laurent savait qu'il aurait dû acquiescer poliment et s'éloigner, retourner dans son monde de verre et d'acier, de rendez-vous stratégiques et de poignées de main calculées. C'était la chose raisonnable à faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas envie d'être raisonnable. « En fait, je n'ai aucun plan pour ce soir, » entendit-il sa propre voix répondre. « Et un gratin de pâtes fait maison me semble infiniment plus attrayant que le restaurant étoilé où je devais retrouver des associés. » Élise parut surprise, hésitante. Elle scrutait son visage comme pour y déceler une intention cachée, un piège peut-être. « Nous habitons un tout petit appartement dans le 11e, » précisa-t-elle. « Rien de luxueux. »« Tant mieux, » répondit Laurent avec une sincérité qui le surprit lui-même. Le luxe est souvent la plus jolie façade de la solitude. Sophie sautilla de joie, attrapant d'une main celle de sa mère et de l'autre celle de Laurent, créant un lien physique entre ces deux adultes que tout semblait séparer. Élise finit par sourire, d'un sourire qui illumina son visage fatigué et atteignit ses yeux, des yeux d'un vert profond que Laurent n'avait pas remarqué immédiatement. « Dans ce cas, bienvenue à notre table, monsieur Mercier. Laurent, s'il vous plaît. Juste Laurent. » Ils quittèrent ensemble la place des Vosges, Sophie au milieu, racontant avec animation sa journée d'école. Élise l'écoutait avec attention, posant des questions qui témoignaient d'un intérêt véritable pour le monde de sa fille. Laurent les observait, fasciné par cette complicité évidente, ce lien que ni les difficultés économiques ni les contraintes quotidiennes n'avaient entamé. Alors qu'ils attendaient le métro sur le quai bondé de la station Bastille, Laurent eut un moment de doute. Qu'était-il en train de faire? Suivre deux inconnus dans un quartier populaire de Paris, lui, Laurent Mercier, dont la photo apparaissait régulièrement dans les pages économiques des journaux? C'était insensé. Puis Sophie glissa sa petite main dans la sienne et lui sourit révélant une dent de lait manquante. « Vous verrez, notre maison est petite, mais elle est pleine de chaleur. C'est ce que dit toujours maman. » À cet instant précis, Laurent sut qu'il prenait la meilleure décision de sa vie en montant dans ce métro vers un dîner simple dans un appartement modeste, plutôt que de retourner à sa vie dorée mais vide de sens. L'immeuble était ancien, typique du Paris haussmannien, avec sa façade en pierre de taille et ses balcons en fer forgé. Pourtant, rien à voir avec les adresses prestigieuses que Laurent fréquentait habituellement. Ici, la peinture s'écaillait par endroits, la porte d'entrée grinçait, et l'ascenseur étroit datait visiblement d'une autre époque. « Nous habitons au 5e, » annonça Élise en cherchant ses clés dans son sac. « L'ascenseur est capricieux, mais aujourd'hui il fonctionne. » Laurent s'apprêtait à répondre quand Sophie l'interrompit avec enthousiasme. « Quand il est en panne, on compte les marches en montant. Il y en a exactement 123. » Ils s'entassèrent dans la cabine exiguë qui s'éleva lentement avec un bourdonnement inquiétant. Laurent se retrouva si près d'Élise, il pouvait sentir le parfum subtil de ses cheveux, une odeur simple de shampoing à la lavande, bien loin des fragrances coûteuses auxquelles il était habitué, mais étrangement plus authentiques. Arrivés au 5e étage, ils traversèrent un couloir aux murs recouverts d'un papier peint défraîchi jusqu'à une porte en bois sombre. Élise l'ouvrit et s'effaça pour laisser entrer Laurent. « Bienvenue chez nous, »
dit-elle avec une pointe d'appréhension dans la voix. Ce n'est pas très grand. L'appartement était effectivement modeste. Un petit salon qui servait aussi de salle à manger, une cuisine à peine plus grande qu'un placard, et 2 portes qui devaient mener aux chambres. Mais contrairement à ce qu'Élise semblait craindre, Laurent ne ressentit aucune gêne. Au contraire, il fut immédiatement frappé par l'atmosphère chaleureuse qui régnait dans ces quelques mètres carrés. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants soigneusement encadrés, de photos en noir et blanc et d'étagères croulant sous les livres. Un vieux canapé au coussin dépareillé faisait face à une petite télévision. Sur la table basse, un bouquet de fleurs des champs apportait une touche de couleur. Tout était simple, usé par le temps, mais impeccablement propre et arrangé avec goût. « C'est charmant », dit Laurent avec sincérité. « On sent que c'est un véritable foyer. » Le visage d'Élise s'illumina, comme si ce compliment valait tous les éloges du monde. « Sophie, va te laver les mains pendant que je prépare le dîner, » dit-elle avant de se tourner vers Laurent. « Vous pouvez poser votre manteau sur le porte-manteau. Je vous sers quelque chose à boire ? J'ai du vin rouge ou de l'eau. Un verre de vin serait parfait, merci. » Laurent accrocha son manteau de cachemire à côté de l'anorak rouge de Sophie et de la veste en jean d'Élise. Ce simple geste lui parut étrangement symbolique, comme s'il suspendait temporairement sa vie habituelle pour entrer dans un monde différent. Élise lui servit un verre de vin dans une simple carafe à eau et s'excusa pour le manque de verres à pied. « Nous n'avons pas souvent l'occasion de recevoir, » expliqua-t-elle en allumant le four. « C'est parfait ainsi, » assura Laurent, en s'asseyant à la petite table de la cuisine pour l'observer préparer le repas. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ses gestes précis et efficaces. Elle sortit le gratin du réfrigérateur, prépara une salade verte et mit du pain à réchauffer. Tout était fait avec une économie de mouvement qui trahissait l'habitude de vivre dans un espace restreint. « Vous êtes boulangère ?» demanda Laurent, se rappelant ce que Sophie avait mentionné. « Vendeuse dans une boulangerie, nuance, se corrigea Élise avec un léger sourire. J'y travaille depuis 5 ans. Les horaires sont compatibles avec l'école de Sophie et le patron me laisse parfois ramener le pain invendu. C'est un bon arrangement. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Et vous ? Sophie m'a dit que vous portiez un costume très élégant, mais elle n'a pas précisé votre métier. » Laurent se demanda comment répondre. Habituellement, son titre de PDG d'une entreprise technologique cotée en bourse impressionnait ses interlocuteurs ou, pire, changeait immédiatement leur attitude à son égard. Il n'avait pas envie que cela se produise ce soir. « Je travaille dans l'informatique, » dit-il simplement. « Des applications pour smartphone, principalement. » Ce n'était pas un mensonge, juste une version minimaliste de la vérité. Élise acquiesça sans poser plus de questions, ce qui le soulagea. À cet instant, Sophie revint dans la cuisine, les mains encore humides. « Maman, je peux montrer ma collection de coquillages à Laurent pendant que tu finis de préparer le dîner ? » « Si ça ne l'ennuie pas, bien sûr. » Laurent se leva, ravi de cette diversion. « J'adorerais voir ta collection. » Sophie le prit par la main et l'entraîna vers sa chambre. Une pièce minuscule mais incroyablement personnalisée. Les murs étaient peints en bleu ciel, avec des étoiles phosphorescentes collées au plafond. Un lit simple couvert d'une couette à motif de licorne occupait la majeure partie de l'espace. Sur le rebord de la fenêtre, une rangée de coquillages de toutes tailles et couleurs était soigneusement alignée. « Voilà, je les ai tous trouvés à la plage, quand on va chez tante Mathilde en Bretagne chaque été, » expliqua fièrement Sophie en lui tendant un gros coquillage nacré. « Si tu le mets contre ton oreille, tu peux entendre la mer. » Laurent s'exécuta, fermant les yeux pour écouter le murmure lointain évoquant les vagues. Ce geste simple, ce jeu d'enfant qu'il n'avait pas pratiqué depuis des décennies, lui procura une sensation étrange de paix. « C'est magique », murmura-t-il en rendant le coquillage à Sophie, qui hocha gravement la tête. « C'est comme si un petit morceau de la mer vivait toujours dedans, même à Paris. » Cette réflexion, à la fois naïve et profonde, toucha Laurent. Il s'assit sur le bord du lit, pendant que Sophie lui présentait le reste de sa collection, racontant l'histoire de chaque trouvaille avec une précision touchante. « Le dîner est prêt », appela Élise depuis la cuisine. Ils rejoignirent la salle à manger où la table avait été dressée avec soin. Une nappe à carreaux rouges et blancs, des assiettes dépareillées mais joliment disposées, et au centre, le fameux gratin de pâte dont l'odeur alléchante remplissait l'appartement. « Ça sent délicieusement bon », commenta Laurent en s'asseyant à la place qu'on lui indiquait. Élise servit généreusement les assiettes. Le gratin était simple, des pâtes, du jambon, de la crème et du gruyère,
Mais la première bouchée transporta Laurent. Ce n'était pas la sophistication gastronomique des restaurants étoilés qu'il fréquentait, mais quelque chose de plus essentiel. Un plat préparé avec attention, servi avec chaleur humaine. Pendant le repas, la conversation coula naturellement. Sophie racontait ses aventures d'école, ses rêves de devenir vétérinaire ou astronaute, je n'ai pas encore décidé, et posait à Laurent des questions directes que seul un enfant peut formuler sans paraître indiscret. « Pourquoi tu as l'air triste, même quand tu souris ?» La question prit Laurent au dépourvu. Il reposa sa fourchette, cherchant une réponse appropriée sous le regard embarrassé d'Élise. « Sophie, on ne pose pas ce genre de questions, » la réprimanda doucement sa mère. « Ce n'est rien, » assura Laurent. Puis, s'adressant à Sophie, « Tu sais, parfois les adultes sont tristes parce qu'ils ont oublié ce qui est vraiment important. Ils courent après des choses qui ne les rendent pas heureux. »« Comme quoi ?» insista la fillette. Laurent réfléchit un instant. « Comme avoir la plus grosse voiture ou le plus grand appartement, au lieu de prendre le temps d'écouter le bruit de la mer dans un coquillage. » Sophie hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Élise, elle, observait Laurent avec un regard nouveau, comme si elle voyait au-delà de son costume coûteux et de sa façade polissée. Après le gratin, Élise servit une tarte aux pommes encore tiède. « C'est la spécialité de la maison, » annonça fièrement Sophie. « Maman fait les meilleures tartes du monde entier. » La pâtisserie était effectivement délicieuse, avec sa pâte croustillante et ses pommes parfaitement caramélisées. Laurent savoura chaque bouchée, réalisant qu'il n'avait pas mangé avec autant de plaisir depuis longtemps. Quand vint l'heure du café, Sophie alla chercher ses devoirs et s'installa à la table de la cuisine. Élise lui jetait de temps en temps un coup d'œil tout en discutant avec Laurent, prête à l'aider si besoin. « Elle est très autonome, » remarqua Laurent. « Elle n'a pas vraiment le choix, » répondit Élise avec un mélange de fierté et de regret. « Entre mon travail à la boulangerie et les petits boulots que je fais les week-ends, pour arrondir les fins de mois, je ne suis pas toujours aussi disponible que je le voudrais. » Pour la première fois, elle évoquait ouvertement ses difficultés financières. Non pas pour se plaindre, constata Laurent, mais comme un simple fait, une réalité avec laquelle elle composait. « Et le père de Sophie ?» osa-t-il demander, bien que devinant déjà la réponse. Le visage d'Élise se ferma légèrement. Il est parti avant sa naissance. Je n'ai plus de nouvelles depuis 8 ans, et c'est très bien ainsi. Elle but une gorgée de café avant d'ajouter « Sophie et moi, nous nous en sortons très bien toutes les deux. Nous n'avons pas besoin de lui. » Sa voix était calme, dénuée d'amertume, mais Laurent perçut la force qu'il avait fallu pour transformer cet abandon en cette vie stable, ce foyer chaleureux qu'elle avait construit pour sa fille. « Je vous admire, » dit-il simplement. Élise parut surprise par cette déclaration. « Pourquoi ? Je ne fais que ce que des millions de mères font chaque jour. » Justement, avec simplicité et dignité, vous créez quelque chose que tout mon argent n'a jamais pu m'offrir. Un véritable foyer. Un silence s'installa entre eux, chargé d'une intensité nouvelle. Le regard d'Élise croisa celui de Laurent, et pendant un instant, il eut l'impression qu'elle voyait directement en lui, au-delà des apparences, jusqu'à cette solitude qu'il dissimulait si soigneusement. « Maman, j'ai fini mes devoirs. Est-ce que Laurent peut me lire une histoire avant de partir ?» La question de Sophie brisa cet instant de connexion. Élise jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Il est déjà tard, ma chérie. Je suis sûr que Laurent a d'autres obligations. » Laurent consulta sa montre, 21h30. En temps normal, il serait encore au bureau ou dans un dîner d'affaires qui se prolongerait jusqu'à minuit. « J'ai tout mon temps, » affirma-t-il, « et ce serait un honneur de lire une histoire à Sophie. » Le visage de la fillette s'illumina, tandis qu'elle courait chercher son livre préféré. Élise commença à débarrasser la table, et Laurent se leva pour l'aider. « Vous n'êtes pas obligé, » protesta-t-elle. « J'en ai envie, » répondit-il en empilant les assiettes. « C'est la moindre des choses après ce délicieux repas. » Ils travaillèrent côte à côte dans la petite cuisine, leurs mouvements s'accordant naturellement dans l'espace restreint. Leurs mains se frôlèrent en rangeant les couverts, provoquant un léger trouble chez Laurent. Élise le remarqua et détourna le regard, mais un sourire discret flottait sur ses lèvres. Sophie revint avec Le Petit Prince et s'installa confortablement sur le canapé, tapotant la place à côté d'elle pour inviter Laurent à s'asseoir. Il ouvrit le livre usé par d'innombrables lectures et commença l'histoire que lui-même n'avait pas revisitée depuis l'enfance. Sa voix grave emplissait doucement le salon, tandis qu'il lisait les aventures du Petit Prince aux cheveux d'or. Élise s'était assise dans un fauteuil en face, tricotant ce qui semblait être une écharpe, mais Laurent sentait son regard se poser régulièrement sur lui. Parfois, leurs yeux se croisaient furtivement,
créant un courant silencieux entre eux. Quand Sophie s'endormit, la tête appuyée contre son bras, Laurent referma doucement le livre. Élise posa son tricot et vint soulever délicatement sa fille pour la porter jusqu'à son lit. Laurent resta dans le salon, contemplant cet intérieur modeste, mais tellement vivant. Sur le mur, parmi les photos, il remarqua un diplôme encadré. Élise Dubois, licence en histoire de l'art, Université Paris-Sorbonne. Quand Élise revint, il désigna le document du menton. « Vous êtes historienne de l'art ?» Une ombre passa sur son visage. « J'étais en route pour le devenir. » Puis Sophie est arrivée, son père est parti, et j'ai dû faire des choix. Elle s'assit près de lui sur le canapé, à une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour que leur conversation reste intime. « Je ne regrette rien, » poursuivit-elle. « Sophie est ce qui m'est arrivé de plus merveilleux. Mais parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si... » Elle laissa sa phrase en suspens, comme si formuler ses regrets à voix haute leur donnait trop de poids. « Vous pourriez reprendre vos études » suggéra Laurent. « Sophie est grande maintenant, comme elle le dit elle-même. » Élise eut un petit rire sans joie. Avec quelles ressources? Entre le loyer, l'alimentation, les vêtements de Sophie qui grandit si vite, les fournitures scolaires, il ne reste rien à la fin du mois. Laurent sentit une émotion étrange l'envahir. Lui qui pouvait acheter n'importe quoi sans même regarder le prix, se trouvait face à une femme brillante dont les rêves avaient été mis en pause par de simples contraintes matérielles. « Je suis désolé, » reprit Élise en secouant la tête. « Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes. Cette soirée était censée être agréable. »« Elle l'est » assura Laurent en posant instinctivement sa main sur celle d'Élise. « Plus que n'importe quel dîner d'affaires ou soirée mondaine que j'ai pu connaître ces dernières années. » Leurs regards se croisèrent de nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Il y avait dans ce contact visuel une honnêteté brute, dépourvue des jeux de séduction auxquels Laurent était habitué. Élise le voyait tel qu'il était, un homme perdu dans sa réussite, cherchant désespérément une connexion authentique. Le réveil sonna à 6 heures, comme chaque matin. Laurent l'éteignit d'un geste machinal et resta allongé quelques instants, fixant le plafond de sa chambre. Son appartement haussmannien du 7e arrondissement était plongé dans le silence, un silence qui lui paraissait soudain plus pesant qu'à l'accoutumée. Les images de la soirée précédente défilaient dans son esprit. Le petit appartement chaleureux d'Élise et Sophie, le gratin de pâtes servi dans des assiettes dépareillées, le rire cristallin de la fillette et surtout le regard d'Élise. Ce regard qui semblait voir au-delà des apparences. Avec un soupir, il se leva et se dirigea vers la salle de bain attenante à sa chambre. Sous la douche, l'eau chaude ruisselant sur son corps, il prit conscience d'une sensation étrange. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de sourire sans raison. Lui qui avait l'habitude de planifier chaque minute de sa journée, se surprit à rêvasser, revivant la sensation de la petite main de Sophie dans la sienne, la douceur du contact furtif avec les doigts d'Élise. Une fois habillé, costume sur mesure gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate en soie bleue, il s'apprêtait à partir quand son regard tomba sur le porte-cartes que Sophie lui avait rendu la veille. À l'intérieur se trouvait, en plus de ses cartes bancaires, la carte de visite de la boulangerie où travaillait Élise, aux Délices de Montmartre. Sans réfléchir, il glissa le porte-cartes dans sa poche et quitta son appartement. Au lieu de prendre sa voiture avec chauffeur comme à son habitude, Laurent décida de marcher jusqu'à la boulangerie. Elle se trouvait à une trentaine de minutes de chez lui, dans une rue pittoresque de Montmartre. L'air était frais en ce matin de novembre, mais le ciel s'éclaircissait progressivement, promettant une belle journée. Quand il poussa la porte de la boulangerie, la clochette tinta joyeusement. L'odeur de pain frais et de viennoiserie chaude l'enveloppa immédiatement. Derrière le comptoir, Élise servait un client âgé avec une attention bienveillante. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Laurent l'observa un instant. Dans son uniforme de travail, une simple blouse blanche sur un jean, avec ses cheveux châtains attachés en chignon négligé, elle était différente de la femme de la veille, mais tout aussi captivante. Il y avait dans sa manière de se mouvoir une grâce naturelle que ni la fatigue évidente ni la simplicité de sa tenue ne parvenaient à masquer. Lorsque le client s'éloigna, Élise leva enfin les yeux et aperçut Laurent. La surprise se peignit sur son visage, suivie d'un sourire qui illumina ses traits fatigués. « Bonjour » dit-elle simplement. « Bonjour » répondit Laurent, soudain étrangement timide. « Je passais dans le quartier et j'ai pensé... Je me suis dit qu'un café et un croissant seraient le bienvenu. » C'était un mensonge transparent, et le sourire d'Élise s'accentua, comme si elle appréciait l'effort, mais n'était pas dupe
une seconde. Bien sûr, pour emporter ou sur place? Sur place, si c'est possible. Élise lui indiqua une petite table près de la vitrine. La boulangerie comportait un espace café minuscule, à peine 3 tables, mais c'était suffisant. Laurent s'assit, conscient de l'incongruité de sa tenue dans ce cadre modeste. Son costume valait probablement le salaire mensuel d'Élise. Elle lui apporta un café dans une tasse en porcelaine blanche et un croissant encore chaud sur une assiette. « C'est la maison qui offre », dit-elle avant qu'il ne puisse sortir son portefeuille. « Je ne peux pas accepter. » Considérez cela comme un remerciement pour avoir lu une histoire à Sophie hier soir. Elle n'a parlé que de vous ce matin. Laurent sentit une chaleur agréable se répandre dans sa poitrine. Élise retourna derrière le comptoir pour servir d'autres clients. Mais chaque fois qu'elle le pouvait, elle lui jetait un regard ou lui adressait un sourire. Ces échanges silencieux créaient entre eux une complicité qui contrastait avec le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble. Quand la boutique se vida momentanément, Élise vint s'asseoir en face de lui, une tasse de café à la main. « J'ai une pause de 10 minutes, expliqua-t-elle. « Alors comment trouvez-vous notre petit coin de paradis boulanger ?»« Délicieux, répondit Laurent en désignant son croissant à moitié mangé. « Mais je dois avouer que ce n'est pas uniquement pour la pâtisserie que je suis venu. » Élise rougit légèrement mais soutint son regard. Je m'en doutais un peu. Les hommes en costume Armani ne traversent généralement pas tout Paris pour un simple croissant. Laurent sourit, appréciant sa franchise. « Comment savez-vous que c'est un Armani ? J'ai peut-être renoncé à mes études, mais je garde un œil sur certaines choses, répondit-elle avec un clin d'œil. Alors, quelle est la vraie raison de votre visite ? Laurent prit une profonde inspiration. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Comment expliquer qu'il avait ressenti le besoin impérieux de la revoir, qu'il n'avait pas aussi bien dormi depuis des années que la nuit dernière après avoir quitté leur appartement ? Je voulais vous inviter, Sophie et vous, à sortir ce week-end, dit-il finalement. Peut-être au musée d'Orsay. Sophie a mentionné que vous aimiez l'art, et il y a une nouvelle exposition sur les impressionnistes. Le visage d'Élise s'éclaira à cette proposition, mais une ombre passa rapidement dans son regard. C'est très gentil, mais je travaille le samedi, et le dimanche je fais des ménages pour compléter mes revenus. Laurent sentit son cœur se serrer devant cette réalité qu'il avait du mal à imaginer. Une vie sans temps libre, entièrement consacrée à la survie économique. Et si je parlais à votre patron ? Peut-être pourrait-il vous libérer exceptionnellement samedi. Élise secoua la tête avec un sourire triste. Ce n'est pas si simple. Chaque heure compte dans mon budget. Je ne peux pas me permettre de perdre une journée de salaire, même pour une sortie agréable. Laurent allait insister quand la clochette de la porte retentit, annonçant l'arrivée de nouveaux clients. Élise se leva avec un soupir résigné. « Je dois y retourner. Merci pour l'invitation, c'était une gentille attention. » Avant qu'elle ne s'éloigne, Laurent attrapa doucement son poignet. « Attendez, et si je venais chez vous samedi soir ? Je pourrais apporter le dîner et nous passerions simplement un moment ensemble. Aucun coup pour vous et Sophie serait là aussi. » Élise hésita, visiblement partagée entre l'envie d'accepter et une certaine méfiance. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Vous ne nous connaissez même pas. » « Justement, répondit Laurent avec une sincérité qui le surprit lui-même. « J'aimerais vous connaître davantage. » Toutes les deux, leurs regards se croisèrent, et pendant un instant le temps sembla suspendu, puis un client s'impatienta au comptoir, et le moment fut rompu. « D'accord, » dit finalement Élise. « Samedi, 19h. Mais rien d'extravagant, s'il vous plaît. Nous sommes des gens simples. » Laurent acquiesça, un sourire aux lèvres. Il termina son café, laissa un généreux pourboire sous sa tasse malgré la gratuité de sa consommation, et quitta la boulangerie avec la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important. En arrivant à son bureau, il fut accueilli comme d'habitude par sa secrétaire, Madame Moreau, une femme d'une 50aine d'années à l'efficacité redoutable. « Monsieur Mercier, vous avez une réunion avec le conseil d'administration dans 30 minutes, puis un déjeuner avec les investisseurs japonais à 13h, et cet après-midi, 3 rendez-vous consécutifs concernant la fusion avec Digitech. » Laurent hocha la tête distraitement, son esprit encore à la boulangerie de Montmartre. « Annulez le déjeuner, Madame Moreau. J'ai une affaire personnelle à régler. » La secrétaire leva un sourcil surpris. Jamais en 10 ans de collaboration, Laurent n'avait annulé un rendez-vous professionnel pour des raisons personnelles, mais ne fit aucun commentaire. La réunion du conseil d'administration se déroula comme prévu, mais les administrateurs remarquèrent une différence chez leur PDG habituellement implacable. Il semblait plus détendu, plus patient, et même, fait extraordinaire, il sourit à plusieurs reprises. À la pause déjeuner,
Au lieu de rejoindre un restaurant gastronomique comme à son habitude, Laurent se dirigea vers les Galeries Lafayette. Il parcourut les rayons avec une mission précise en tête, trouver des cadeaux pour Sophie et Élise. Pas des cadeaux ostentatoires, qui les mettraient mal à l'aise, mais des attentions qui montreraient qu'il avait été attentif à leurs goûts et leurs besoins. Pour Sophie, il choisit une édition illustrée des contes d'Andersen. Elle lui avait parlé de son amour pour les contes de fées et un petit microscope de poche, car elle avait mentionné son intérêt pour la science. Pour Élise, la décision fut plus délicate. Il voulait lui offrir quelque chose de significatif sans paraître présomptueux. Après de longues hésitations, il opta pour un livre sur l'histoire de l'art impressionniste, un clin d'œil à ses études interrompues et une écharpe en laine fine dans un bleu profond qui, il en était certain, mettrait en valeur ses yeux. De retour au bureau, il se replongea dans ses dossiers avec une concentration renouvelée. Si ses collaborateurs notèrent un changement dans son attitude, personne n'osa le mentionner. Laurent Mercier avait toujours été un mystère pour son entourage professionnel, brillant, exigeant mais distant. Cette nouvelle lueur dans son regard restait inexpliquée, et c'était probablement mieux ainsi. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine inhabituelle pour Laurent. Chaque matin, il passait à la boulangerie pour un café et un croissant, échangeant quelques mots avec Élise lorsqu'elle pouvait se libérer quelques minutes. Ces brèves conversations étaient devenues le moment fort de ses journées, bien plus que les réunions stratégiques ou les signatures de contrats à plusieurs millions d'euros. Il apprit ainsi qu'Élise était originaire de Lyon, qu'elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans et qu'elle s'était retrouvée seule à Paris, enceinte, après que le père de Sophie l'eût abandonnée. Il admira davantage encore sa force et sa résilience face à ces épreuves. De son côté, il lui parla de son enfance privilégiée mais solitaire, de ses parents toujours absents, son père, grand avocat d'affaires, et sa mère, chirurgienne renommée, qu'il avait élevée dans l'exigence et la performance, jamais dans l'affection. Il évoqua son divorce 3 ans plus tôt, quand sa femme l'avait quitté pour un artiste, lui reprochant son absence émotionnelle et son obsession pour le travail. Ces confidences échangées par bribes entre 2 clients ou avant l'ouverture de la boulangerie tissaient entre eux un lien de plus en plus fort. Il découvrait avec surprise qu'ils partageaient les mêmes goûts en matière de littérature et de cinéma, la même vision de l'éducation, et surtout la même conception de ce qui donnait du sens à la vie, les relations authentiques plutôt que les possessions matérielles. Le vendredi, veille de leur rendez-vous, Laurent passa à la boulangerie plus tôt que d'habitude. Élise était seule, préparant l'ouverture. « J'ai une idée pour demain », annonça-t-il après l'avoir saluée. « Et si, au lieu de simplement dîner chez vous, nous commencions par une promenade au jardin du Luxembourg ? Le temps s'annonce clément et Sophie pourrait profiter des espaces de jeu. » Élise hésita et Laurent comprit immédiatement la raison de son embarras. « Je m'occupe de tout », assura-t-il. « Ce sera ma façon de vous remercier pour votre hospitalité. » « Laurent, répondit Élise en utilisant pour la première fois son prénom, je ne veux pas que vous pensiez que j'attends quoi que ce soit de vous. Sophie et moi, nous nous débrouillons très bien. Je le sais, dit-il doucement, et c'est précisément ce qui me touche chez vous. Vous n'avez besoin de personne. Mais peut-être pourriez-vous accepter que quelqu'un ait envie d'être présent dans votre vie, non par nécessité mais par choix. Ces mots semblèrent atteindre Élise en plein cœur. Ses yeux s'embuèrent légèrement, et elle détourna le regard un instant pour reprendre contenance. « D'accord, murmura-t-elle finalement. Le Luxembourg puis dîner chez nous. Mais à une condition, que vous me laissiez préparer le dessert. J'ai une recette de tarte tatin qui pourrait vous surprendre. » Laurent sourit, heureux de ce petit compromis qui lui permettait de préserver sa fierté. Marché conclu. Il s'apprêtait à partir quand Élise l'appela. « Laurent, merci pour tout. Ces derniers jours ont été différents. Dans le bon sens. » Il hocha simplement la tête, incapable d'exprimer à quel point cette remarque le touchait. En quittant la boulangerie, il sentit une légèreté nouvelle dans sa démarche, comme si un poids qu'il portait depuis des années s'était allégé. De retour chez lui ce soir-là, Laurent contempla son appartement d'un œil critique. Les meubles design, les œuvres d'art contemporain soigneusement sélectionnées par un décorateur, la vue imprenable sur la tour Eiffel, tout cela lui semblait soudain froid et impersonnel. Rien ne reflétait vraiment sa personnalité, ses goûts, ses émotions. Contrairement au petit appartement d'Élise, rempli de traces de vie et d'amour. Il se dirigea vers sa bibliothèque et en sortit un album photo qu'il n'avait pas ouvert depuis longtemps. Les images de son enfance défilèrent sous ses yeux. Laurent à 5 ans devant un gâteau d'anniversaire,
entouré de nounous mais pas de ses parents. Laurent, à 10 ans, recevant un prix d'excellence à l'école, le visage grave et sans sourire. Laurent, à 20 ans, diplômé de HEC Paris, posant fièrement avec son père qui regardait sa montre pressé de partir. Une vie de réussite et de solitude, réalisa-t-il, jusqu'à cette rencontre improbable sur un banc de la place des Vosges. Son téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. C'était sa mère. « Laurent, je viens d'apprendre que tu as annulé le déjeuner avec les Japonais. Es-tu souffrant ?»« Non, mère, j'avais simplement autre chose à faire, plus important qu'un contrat à plusieurs millions. Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps ?» Ton père s'inquiète. Laurent retint un rire amer. Son père ne s'était jamais inquiété pour lui, seulement pour la réputation du nom des Mercier. « Tout va bien, assura-t-il. J'ai juste besoin de prendre un peu de recul. » De recul, mais enfin, Laurent, ce n'est pas le moment. Avec la fusion en cours et... « Mère, l'interrompit-il fermement, pour la première fois de ma vie, je pense avoir trouvé quelque chose qui compte vraiment, qui pourrait me rendre heureux. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. « De quoi parles-tu ? Une nouvelle acquisition, une opportunité d'investissement ?»« Non, une personne. En fait, 2 personnes. » Il lui parla alors d'Élise et de Sophie, de leur rencontre fortuite, de la simplicité rafraîchissante de leur vie, de l'authenticité de leurs échanges. À mesure qu'il parlait, il prenait conscience de la profondeur de ses sentiments naissants. « Tu plaisantes, j'espère ?» répondit finalement sa mère d'une voix glaciale. Une vendeuse en boulangerie, une mère célibataire d'un quartier populaire. « Laurent, réveille-toi. Cette femme a probablement reconnu qui tu étais et joue un rôle pour s'attirer tes faveurs. » La colère monta en Laurent, une colère qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. « Elle ne sait même pas qui je suis réellement, » rétorqua-t-il. « Je ne lui ai pas dit pour Tech Future ni pour ma position. Et c'est précisément ce qui rend nos échanges si précieux. Elle apprécie l'homme, pas le PDG. Tu es naïf, mon fils. Crois-moi, dès qu'elle découvrira ta fortune, son attitude changera. Elles sont toutes pareilles, ces femmes qui... »« Assez !» l'interrompit Laurent, surprenant sa mère par ce ton qu'il n'avait jamais employé avec elle. « Je ne te permets pas de parler d'Élise ainsi. Tu ne la connais pas. Elle est plus digne et plus intègre que bien des personnes de notre milieu. » Il raccrocha sans attendre de réponse, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, il avait tenu tête à sa mère, défendu ses choix, affirmé ses sentiments. Et étrangement, cela lui procurait une sensation libératrice. Le jardin du Luxembourg resplendissait sous un soleil automnal exceptionnellement doux pour un mois de novembre. Les feuilles dorées des marronniers jonchèrent les allées, créant un tapis craquant sous les pas des promeneurs. Laurent attendait près du bassin central, observant les enfants qui faisaient naviguer leurs petits bateaux sur l'eau. Il avait opté pour une tenue décontractée, jean, pull en cachemire bleu marine et veste en cuir souple, loin de son image habituelle d'homme d'affaires. Dans ses mains, un sac en papier Kraft contenait les cadeaux soigneusement choisis pour Sophie et Élise. Quand il les aperçut à l'entrée du jardin, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Sophie, vêtue d'un manteau rouge vif et d'un bonnet assorti, sautillait joyeusement en tenant la main de sa mère. Élise, dans un simple trench beige ceinturé sur un jean et des bottines usées, avait laissé ses cheveux détachés pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Ils tombaient en vagues douces sur ses épaules, captant les reflets du soleil. « Laurent !» s'écria Sophie en l'apercevant. Elle lâcha la main de sa mère et courut vers lui avec l'enthousiasme sans retenue, propre aux enfants. Il s'accroupit pour l'accueillir, et elle se jeta dans ses bras avec une spontanéité qui le toucha profondément. Élise suivit plus calmement, un sourire timide aux lèvres. Quand elle arriva à leur hauteur, Laurent se redressa, soudain étrangement nerveux. « Bonjour » dit-il simplement. « Bonjour » répondit-elle, ses yeux verts reflétant un mélange de plaisir et d'appréhension. Un silence chargé d'émotion s'installa entre eux, que Sophie rompit en tirant sur la manche de Laurent. « Regarde, j'ai apporté mon appareil photo jetable. Maman me l'a offert pour mon anniversaire. Je veux prendre plein de photos aujourd'hui. » Laurent sourit, reconnaissant pour cette diversion. « C'est une excellente idée. Et justement, j'ai quelque chose pour vous deux. » Il leur tendit le sac contenant les cadeaux. Sophie plongea immédiatement sa main à l'intérieur, excitée comme si c'était Noël. Quand elle découvrit le livre illustré et le petit microscope, ses yeux s'écarquillèrent de joie. « Oh, des contes d'Andersen! Et regarde, maman, un vrai microscope comme les scientifiques !» Elle serra les cadeaux contre sa poitrine, puis enlaça Laurent avec ferveur. « Merci, merci, merci !» Élise, elle, hésitait à ouvrir son paquet. Laurent l'encouragea d'un signe de tête. «
Quand elle découvrit le livre sur l'impressionnisme et l'écharpe bleue, une émotion sincère traversa son visage. « Comment avez-vous su, commença-t-elle, que l'impressionnisme était votre période préférée? Vous l'avez mentionné mardi matin pendant votre pause. » Élise caressa doucement la couverture du livre, touchée par cette attention. « Et l'écharpe est exactement de la couleur que je cherchais depuis des mois, » murmura-t-elle. « Merci, Laurent, c'est très attentionné. » Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla à nouveau se suspendre jusqu'à ce que Sophie s'exclame « On va voir les bateaux. S'il te plaît, maman. » La journée s'écoula dans une douceur que Laurent n'avait pas connue depuis son enfance. Ils louèrent un petit voilier que Sophie fit naviguer sur le bassin avec concentration, sous les conseils patients de Laurent. Puis ils se promenèrent dans les allées du jardin, Sophie courant devant eux pour photographier les statues, les fleurs tardives et les écureuils audacieux qui s'approchaient des promeneurs. Élise et Laurent marchaient côte à côte, leurs mains se frôlant parfois, créant chaque fois une onde électrique qui remontait le long du bras de Laurent. Leur conversation coulait naturellement, sans les contraintes de temps qu'ils subissaient habituellement à la boulangerie. Ils parlèrent de leurs livres préférés, de films qui les avaient marqués, de leur vision de l'éducation. Élise évoqua son rêve de reprendre ses études un jour, peut-être quand Sophie serait plus grande. « J'aimerais travailler dans un musée », confia-t-elle. « Pas nécessairement comme conservatrice. Je sais que c'est presque impossible sans les diplômes adéquats. Mais peut-être comme guide ou médiatrice culturelle, transmettre ma passion pour l'art aux enfants, aux personnes qui n'y ont pas facilement accès. »« Vous feriez une excellente médiatrice, » affirma Laurent. « Vous avez cette capacité à rendre les choses accessibles, à établir des connexions. » Élise rougit légèrement à ce compliment. « Et vous? Avez-vous toujours voulu travailler dans l'informatique » Laurent hésita. C'était le moment de lui dire la vérité sur son travail, sur sa position, sur sa fortune. Mais une part de lui craignait que cette révélation ne change tout entre eux. « J'ai toujours été attiré par l'innovation, » répondit-il prudemment. « Créer des solutions qui améliorent la vie quotidienne. Mais parfois, je me demande si je ne me suis pas perdu en route, si je n'ai pas oublié l'essentiel à force de poursuivre la croissance et les résultats. » Élise l'observa attentivement comme si elle percevait qu'il ne disait pas tout. « Qu'est-ce qui serait essentiel pour vous alors ?» Laurent regarda Sophie qui courait après des pigeons, son appareil photo à la main, le visage illuminé par un bonheur simple. « Ça, » dit-il doucement, « des moments comme celui-ci, des connexions réelles, avoir un impact positif sur la vie des gens qu'on apprécie. » Il avait failli dire « qu'on aime », mais s'était retenu au dernier moment. C'était trop tôt, trop intense. Pourtant, le sentiment qui grandissait en lui ressemblait dangereusement à cela. Élise sourit, comprenant ce qu'il n'avait pas dit. « Il n'est jamais trop tard pour réaligner sa vie sur ses valeurs profondes, » dit-elle simplement. Ils s'installèrent sur l'herbe pour un pique-nique que Laurent avait fait préparer par un traiteur, sans ostentation. Des sandwichs gourmets, une salade composée, des fruits frais et une bouteille de cidre doux pour les adultes, un jus de pomme pour Sophie. La fillette était aux anges, racontant ses aventures à l'école, ses rêves d'avenir qui oscillaient entre vétérinaire, astronaute et exploratrice des fonds marins. « Et toi, Laurent, tu voulais faire quoi quand tu étais petit ?» demanda-t-elle entre deux bouchées de sandwich. La question prit Laurent au dépourvu. Enfant, on ne lui avait jamais vraiment demandé ce qu'il voulait faire. Son parcours semblait tracé d'avance. « Je crois que j'aurais aimé être architecte », répondit-il après réflexion. « Construire des espaces où les gens se sentent bien, créer des lieux qui rassemblent plutôt que des barrières qui séparent. »« Tu pourrais encore le faire », affirma Sophie avec l'optimisme inébranlable de l'enfance. « Maman dit qu'on peut toujours recommencer. » Laurent jeta un regard à Élise, qui observait sa fille avec une tendresse mêlée de fierté. « Ta maman est une femme très sage, » dit-il doucement. Après le déjeuner, Sophie insista pour faire un tour de manège. Pendant qu'elle tournait joyeusement sur son cheval de bois, Laurent et Élise l'observaient, assis sur un banc. « Elle est extraordinaire, votre fille, » dit Laurent, « si ouverte, si perceptive. »« Elle tient ça de mon père, » répondit Élise avec nostalgie. Il avait cette capacité à connecter instantanément avec les gens, à voir au-delà des apparences. Elle hésita un instant avant d'ajouter « Sophie vous apprécie beaucoup, vous savez. Elle n'a jamais eu de figure masculine dans sa vie. Son père est parti avant même de savoir que j'étais enceinte, et mes parents sont décédés peu après. » Laurent sentit le poids de cette confidence. « Je suis honoré de sa confiance, » dit-il sincèrement, « et de la vôtre. » Élise le regarda droit dans les yeux. « Laurent, je dois vous avouer quelque chose.
Hier soir, j'ai fait des recherches sur vous. » Son cœur se serra. Voilà, le moment qu'il redoutait était arrivé. « J'étais curieuse, » poursuivit-elle. « Vous parlez si peu de votre travail, et pourtant vos vêtements, vos manières, tout suggère que vous n'êtes pas un simple développeur informatique. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai découvert qui vous êtes réellement. » Laurent Mercier, PDG de Tech Future, l'une des entreprises technologiques les plus prospères d'Europe. Laurent ferma brièvement les yeux, s'attendant à ce que tout change, à ce que le regard d'Élise se transforme comme celui de tant d'autres avant elle, devenant calculateur ou impressionné. Mais quand il rouvrit les yeux, elle le regardait toujours de la même façon, avec cette douceur mêlée de franchise qui l'avait touché dès le premier jour. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda-t-elle simplement. « J'avais peur, » admit-il. « Peur que cela ne change tout, que vous ne me voyiez plus comme un homme, mais comme un compte en banque, une position sociale. J'ai connu ça trop souvent. » Élise hocha lentement la tête, compréhensive. « Je comprends votre réticence, mais sachez une chose, Laurent, l'argent n'a jamais été mon moteur. J'ai choisi d'élever Sophie seule, de travailler dur pour lui offrir une vie digne, parce que l'intégrité et l'amour sont mes valeurs fondamentales. Votre position ne change rien à ce que nous commençons à construire. » Le soulagement envahit Laurent. Il prit la main d'Élise dans la sienne, un geste délibéré cette fois, et non plus accidentel. « Merci, » murmura-t-il, « pour votre honnêteté, pour votre authenticité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est précieux pour moi. » Le manège s'arrêta, et Sophie en descendit en courant vers eux. Elle remarqua leurs mains jointes, et un sourire illumina son visage, mais elle ne fit aucun commentaire. « Je peux avoir une glace ?» demanda-t-elle à la place. Laurent et Élise échangèrent un regard complice, amusés par cette transition abrupte. « Bien sûr, » répondit Élise. « Mais juste une boule. » Ils se dirigèrent vers le marchand de glace, Sophie au milieu, tenant la main de chacun d'eux, formant une image qui ressemblait étrangement à celle d'une famille. Alors qu'ils dégustèrent leur glace sur un banc, le téléphone de Laurent vibra dans sa poche. Il le sortit machinalement et vit le nom de son directeur financier s'afficher. Une urgence concernant la fusion en cours, probablement. Pour la première fois de sa carrière, il éteignit son téléphone sans répondre et le rangea. « Un problème ?» demanda Élise, qui avait remarqué son geste. « Rien qui ne puisse attendre, » répondit-il en souriant. « Aujourd'hui, je suis totalement présent, ici et maintenant. » Le reste de l'après-midi s'écoula dans une harmonie parfaite. Ils visitèrent la partie du jardin dédiée au verger, où Sophie s'émerveilla devant les différentes variétés de pommes. Laurent lui expliqua patiemment les caractéristiques de chaque espèce, surprenant Élise par ses connaissances en botanique. « J'ai grandi dans une propriété en Normandie avec un verger, » expliqua-t-il devant son regard interrogateur. « Les week-ends où mes parents me laissaient seul, c'est-à-dire presque tous, je passais des heures avec le jardinier, à apprendre les noms des arbres, les techniques de greffe, les cycles des saisons. C'était votre échappatoire, » comprit Élise, comme les livres l'étaient pour moi dans mon HLM de Lyon. Laurent acquiesça, touché par sa perspicacité. À mesure que le jour déclinait, l'air se rafraîchissait. Élise enroula autour de son cou la nouvelle écharpe bleue que Laurent lui avait offerte, et ce simple geste le remplit d'une satisfaction inattendue. « Il commence à faire froid, » remarqua-t-elle. « Nous devrions peut-être rentrer. J'ai une tarte tatin à préparer, si je me souviens bien. Et moi, je dois terminer mes devoirs avant le dîner, » ajouta Sophie avec une moue résignée. Ils quittèrent le jardin alors que les premières lumières s'allumaient dans les allées. Laurent avait garé sa voiture, une berline discrète plutôt que sa Maserati habituelle, à proximité, et il leur proposa de les raccompagner. « Ce serait plus rapide que le métro, » suggéra-t-il. Élise accepta reconnaissante. Dans la voiture, Sophie s'endormit presque immédiatement, épuisée par cette journée riche en émotions et en activités. « Elle s'est bien amusée, » murmura Élise en regardant sa fille avec tendresse. « Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste depuis longtemps. »« Moi aussi je me suis amusé, » confessa Laurent. « Plus que je ne l'aurais imaginé. » Ils échangèrent un regard chargé de non-dits, de promesses implicites, d'espoir naissant. En arrivant devant l'immeuble d'Élise, Laurent se gara et coupa le moteur. « Je vais porter Sophie, » proposa-t-il en voyant que la fillette dormait profondément. Il la souleva délicatement du siège arrière, surpris par sa légèreté. La tête de Sophie se posa naturellement contre son épaule, et une vague d'émotion le submergea. Jamais il n'avait ressenti une telle tendresse protectrice, un tel besoin de prendre soin d'un autre être humain. Élise ouvrit la porte de l'immeuble, puis celle de l'ascenseur. Dans l'espace confiné, elle observait Laurent tenant sa fille endormie,
et son regard s'adoucit davantage. « Vous êtes doué avec elle, dit-elle à voix basse. « Elle est facile à aimer, répondit-il simplement. Une fois dans l'appartement, Laurent porta Sophie jusqu'à sa chambre où Élise l'aida à l'allonger sur son lit. Avec des gestes tendres mais efficaces, elle enleva les chaussures et le manteau de sa fille sans la réveiller, puis remonta la couverture sur ses épaules. Sophie marmonna quelque chose d'incompréhensible dans son sommeil et se blottit contre son oreiller. Élise se pencha pour déposer un baiser sur son front, puis fit signe à Laurent de la suivre hors de la chambre. De retour dans le salon, un silence confortable s'installa entre eux. Laurent regardait autour de lui, redécouvrant cet espace modeste mais chaleureux qui lui semblait désormais plus accueillant que son luxueux appartement. « Un verre de vin ?» proposa Élise. « J'ai une bouteille de Bordeaux que je gardais pour une occasion spéciale. »« Avec plaisir, » répondit Laurent. « Je peux vous aider pour le dîner ?» Élise acquiesça, et ils se retrouvèrent côte à côte dans la minuscule cuisine. Elle sortit les ingrédients pour la tarte tatin, tandis que Laurent déballait le repas qu'il avait apporté, un poulet rôti accompagné de légumes de saison, simple mais savoureux comme il l'avait promis. Leurs mouvements s'harmonisaient naturellement dans l'espace restreint, comme s'ils avaient cuisiné ensemble depuis des années. Élise éplucha et découpa les pommes, pendant que Laurent préparait le caramel selon ses instructions. Leurs mains se frôlaient, leurs épaules se touchaient, créant une intimité douce et graduelle. « Vous savez, » dit Élise en disposant soigneusement les tranches de pommes dans le moule, « je n'ai jamais vraiment laissé personne entrer dans notre vie, à Sophie et moi. Depuis sa naissance, c'était toujours nous deux contre le monde. » Laurent écoutait attentivement, conscient de l'importance de cette confidence. « Après ce que j'ai vécu avec son père, l'abandon, la trahison, j'ai érigé des murs autour de nous, pour nous protéger bien sûr, mais peut-être aussi par peur, peur de faire confiance à nouveau, peur d'être déçue. » Elle leva les yeux vers lui, vulnérable et forte à la fois. « Alors, quand je vous dis que votre fortune n'a pas d'importance pour moi, ce n'est pas juste une phrase en l'air. C'est parce que ce qui compte vraiment, c'est l'homme que vous êtes quand vous lisez une histoire à ma fille, quand vous écoutez ses questions sans fin avec patience, quand vous me regardez comme si j'étais la personne la plus fascinante que vous ayez jamais rencontrée. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Laurent posa la cuillère en bois qu'il tenait, et dans un geste aussi spontané qu'irrésistible, il prit le visage d'Élise entre ses mains. « Vous êtes la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée, » murmura-t-il. « Et votre fille est extraordinaire, tout comme sa mère. » Leurs regards se soudèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Lentement, respectant le rythme d'Élise, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait, Laurent se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser délicat, presque timide, qui s'approfondit progressivement. Les mains d'Élise, hésitantes d'abord, puis plus assurées, se posèrent sur les épaules de Laurent, l'attirant un peu plus vers elle. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, leurs fronts restèrent appuyés l'un contre l'autre, comme pour prolonger cet instant de connexion. « J'ai peur », avoua Élise dans un murmure. « Peur de ce que je ressens, de la vitesse à laquelle tout cela arrive, de l'espoir que vous faites naître en moi. J'ai peur aussi, reconnut Laurent. Peur de ne pas être à la hauteur, de vous décevoir, de reproduire les erreurs de mon passé. Mais pour la première fois depuis très longtemps, cette peur ne me paralyse pas. Au contraire, elle me donne envie d'essayer, de risquer, de m'ouvrir. » Le lundi matin, Laurent arriva à son bureau avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Le week-end passé avec Élise et Sophie avait transformé quelque chose en lui. Après leur soirée du samedi, où leur relation avait pris un tournant plus intime avec ce premier baiser dans la cuisine, il avait également passé le dimanche avec elle. Il avait annulé ses rendez-vous habituels, partie de golf avec des associés, déjeuner chez ses parents, pour les accompagner à un petit marché aux puces de quartier, puis les aider à monter une étagère dans la chambre de Sophie. Des activités ordinaires, banales même, mais qui lui avaient procuré plus de satisfaction que toutes les acquisitions d'entreprise ou les transactions financières de sa carrière. Tenir le niveau à bulle pendant qu'Élise vissait les supports, écouter Sophie débattre sérieusement de l'emplacement idéal pour sa collection de coquillages, partager un simple déjeuner de croque-monsieur préparé ensemble, ces moments avaient une authenticité qui manquait cruellement à sa vie jusqu'alors. « Monsieur Mercier ?» La voix de Madame Moreau le tira de ses rêveries. « Le conseil d'administration vous attend en salle de conférence. » Laurent hocha la tête, reprenant son masque professionnel. Mais aujourd'hui, ce masque lui semblait plus lourd à porter.
comme si son visage avait commencé à retrouver ses véritables contours et refusait de se conformer à ce moule préfabriqué. Dans la vaste salle de conférence au dernier étage de la tour Tech Future, les 12 membres du conseil étaient assis autour de la longue table en acajou. Parmi eux, Jean-Pierre Mercier, son père, qui malgré sa retraite officielle, continuait de siéger au conseil. Son expression sévère n'augurait rien de bon. « Laurent », commença André Fournier, le président du conseil, « nous sommes préoccupés par certains développements récents. La fusion avec Digitech est cruciale pour notre positionnement sur le marché asiatique et pourtant vous semblez distrait. » Laurent s'assit à sa place habituelle au bout de la table et prit le temps d'observer chaque visage présent. Ces hommes et ces femmes en costume impeccable étaient ses pairs depuis une décennie. Et pourtant, il réalisait qu'ils ne connaissaient rien de leur vie personnelle, de leurs rêves, de leurs craintes. « La fusion progresse comme prévu », répondit-il calmement. « Les équipes juridiques finalisent les derniers détails et la signature est toujours programmée pour le 15 décembre. Ce n'est pas ce que nous avons entendu, » intervint son père d'une voix tranchante. « Les Japonais sont mécontents. Tu as annulé un déjeuner important et apparemment, tu as été injoignable tout le week-end. » Laurent soutint le regard de son père sans ciller. « J'ai pris 2 jours pour moi, en effet. Après 15 ans de travail sans relâche, 7 jours sur 7, je pense que c'était mérité. » Des murmures surpris parcoururent l'assemblée. Jamais Laurent Mercier n'avait parlé ainsi, revendiquant du temps personnel, défiant l'éthique de travail implacable qui avait fait la réputation de la famille. « Tu changes, Laurent, » dit son père, les lèvres pincées. « Et pas en bien. Ta mère m'a parlé de cette femme, cette vendeuse que tu fréquentes. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Laurent sentit une colère froide monter en lui. Que sa vie privée soit ainsi exposée devant le conseil était inacceptable, même venant de son père. « Ma vie personnelle n'a pas à être discutée ici, » répondit-il d'une voix dangereusement calme. « Elle n'affecte en rien mes capacités professionnelles. »« Au contraire, » répliqua Jean-Pierre, « tout est lié. La réputation de Tech Future, notre image de marque, notre crédibilité auprès des investisseurs, tout cela dépend aussi de ton comportement. Tu es le visage de cette entreprise, Laurent. Tu ne peux pas te permettre de t'afficher avec n'importe qui. » Le mot « n'importe qui » fut prononcé avec un tel mépris que Laurent dut faire appel à tout son contrôle pour ne pas se lever et quitter la pièce. « Élise n'est pas n'importe qui, » dit-il en articulant chaque syllabe, « et je vous prierai de ne plus jamais parler d'elle en ces termes. » Un nouveau silence, plus lourd encore, enveloppa la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise, pris entre 2 générations de Mercier qui s'affrontaient pour la première fois publiquement. André Fournier tenta une médiation. « Nous ne remettons pas en question tes choix personnels, Laurent. Nous nous inquiétons simplement du timing. Avec la fusion en cours, les négociations délicates avec les marchés émergents, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour des distractions. » Laurent laissa échapper un rire sans joie. « Des distractions. Est-ce ainsi que vous considérez le bonheur? L'équilibre? La possibilité d'une vie qui ne soit pas entièrement consumée par le travail ?» Il se leva, soudain déterminé. « Laissez-moi vous dire une chose, à tous. J'ai consacré 15 ans de ma vie à cette entreprise. J'ai sacrifié 2 mariages, d'innombrables amitiés, ma santé parfois. J'ai transformé Tech Future d'une start-up prometteuse en un leader mondial. Nos actions ont triplé de valeur sous ma direction. » Il fit une pause, regardant chaque membre du conseil droit dans les yeux. « Alors oui, aujourd'hui, je revendique le droit à une vie personnelle. Je continuerai à diriger cette entreprise avec la même rigueur, la même vision, mais plus jamais au détriment de mon bonheur. Plus jamais. » Sans attendre de réponse, il quitta la salle, laissant derrière lui un conseil d'administration stupéfait. De retour dans son bureau, Laurent prit quelques instants pour retrouver son calme. Puis il appela Madame Moreau. « Annulez tous mes rendez-vous de la journée. Je dois m'absenter. » Sans attendre de questions, il prit sa veste et quitta le bâtiment. Il avait besoin d'air, de perspective et surtout, il avait besoin de voir Élise. La boulangerie, aux délices de Montmartre, était particulièrement animée ce lundi matin. Laurent attendit patiemment dans la file, observant Élise qui servait les clients avec efficacité et gentillesse. Elle ne l'avait pas encore remarqué, et il en profita pour l'observer librement, s'émerveillant de la simplicité avec laquelle elle avait bouleversé sa vie en si peu de temps. Quand son tour arriva, Élise leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire qui valait tous les conseils d'administration du monde. « Laurent, quelle surprise! Je ne pensais pas vous voir aujourd'hui.
Il nota qu'elle était revenue au vouvoiement en public, maintenant une distance professionnelle devant ses collègues et les clients. « J'avais besoin de vous voir », dit-il simplement. Quelque chose dans son ton dut l'alerter, car son sourire se transforma en une expression concernée. « Je prends ma pause dans 10 minutes, murmura-t-elle. Vous pouvez m'attendre ?» Laurent acquiesça et alla s'asseoir à sa table habituelle près de la vitrine. 10 minutes plus tard exactement, Élise émergea de l'arrière-boutique, ayant troqué sa blouse de travail contre un gilet en laine sur son chemisier. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'asseyant face à lui, ses yeux verts scrutant son visage avec inquiétude. Laurent hésita. Comment expliquer la tempête qui faisait rage en lui? Les décennies de conditionnement qui s'effondraient, les attentes familiales qu'il remettait en question, l'identité qu'il redéfinissait? « J'ai eu une confrontation avec mon père aujourd'hui, » dit-il finalement. « À votre sujet, à notre sujet. » Élise se raidit légèrement, ses mains se crispant autour de sa tasse de café. « Je vois, » dit-elle doucement. « Et je suppose que je ne corresponds pas exactement au profil qu'il envisageait pour son fils héritier. » Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, mais aussi une résignation qui blessa Laurent, comme si elle s'était attendue à cet obstacle, comme si elle avait toujours su que leur différence de milieu social finirait par poser problème. « Ce que mon père pense n'a aucune importance, » affirma Laurent avec force. « Ni ce que pense le conseil d'administration, ni les actionnaires, ni le monde entier. » Il prit ses mains dans les siennes, ignorant les regards curieux des autres clients. « Élise, ces derniers jours avec vous et Sophie ont été les plus authentiques, les plus vrais de toute ma vie adulte. Pour la première fois, je ne joue pas un rôle, je ne porte pas un masque, je suis simplement moi. » Les yeux d'Élise s'adoucirent, et elle serra légèrement ses mains en retour. « Laurent, je suis touché, vraiment, mais je dois penser à Sophie avant tout. Je ne veux pas qu'elle s'attache à quelqu'un qui pourrait disparaître de nos vies, parce que sa famille ou son milieu n'acceptent pas notre existence. Je ne disparaîtrai pas, promit Laurent. Au contraire, je veux être plus présent. Je veux faire partie de votre vie, de vos routines, de vos projets. » Il prit une profonde inspiration, conscient de la portée de ce qu'il s'apprêtait à proposer. « En fait, j'ai eu une idée folle peut-être, mais qui ne cesse de m'obséder depuis hier. » Élise le regardait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « J'ai acheté un appartement il y a quelques années comme investissement, dans le 15e arrondissement. 3 chambres, lumineux, avec un petit jardin. Il est resté vide car je n'ai jamais pris le temps de le mettre en location. Il est proche d'une excellente école pour Sophie, et à 20 minutes à peine de votre boulangerie en métro. » Il fit une pause, observant attentivement sa réaction. « J'aimerais vous le prêter, à vous et Sophie, sans loyer bien sûr, juste pour que vous puissiez avoir plus d'espace, un meilleur cadre de vie. » Élise retira ses mains des siennes, son visage se fermant légèrement. « Laurent, je ne peux pas accepter cela. C'est beaucoup trop. »« Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Parce que vous craignez d'être redevable? Parce que votre fierté vous l'interdit? Ou parce que vous avez peur que ce soit une façon de vous acheter, vous et Sophie ?» Elle détourna le regard, mais il voyait qu'il avait touché juste. « Élise, regardez-moi. » Il attendit qu'elle croise à nouveau son regard. « Je ne vous offre pas cet appartement comme un homme riche à une femme dans le besoin. Je vous l'offre comme quelqu'un qui tient profondément à vous, qui veut votre bonheur et celui de votre fille. » Il hésita avant d'ajouter « Pendant des années, j'ai accumulé des propriétés, des voitures, des œuvres d'art, sans que cela me procure la moindre joie réelle. Pour la première fois, j'ai l'occasion d'utiliser ce que j'ai pour faire une différence tangible dans la vie de personnes qui comptent pour moi. Ne me refusez pas ce bonheur. » Élise semblait troublée, partagée entre son indépendance farouchement défendue et la perspective d'offrir à Sophie un meilleur environnement. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante qui affecterait notre équilibre à toutes les deux, et je ne veux pas que Sophie s'habitue à un mode de vie que je ne pourrais pas lui offrir par mes propres moyens si les choses ne fonctionnaient pas entre nous. » Laurent comprit sa réticence. Elle protégeait sa fille, et cette prudence ne faisait que renforcer l'estime qu'il avait pour elle. « Bien sûr, » concéda-t-il, « prenez le temps qu'il faut, et sachez que cette offre n'est liée à aucune condition concernant notre relation. Même si vous décidiez demain que vous ne voulez plus me voir, l'appartement resterait à votre disposition. » Élise le regarda longuement, comme si elle cherchait à déceler la moindre trace de manipulation ou d'arrière-pensée dans ses paroles. N'en trouvant aucune, elle finit par soupirer. « Vous rendez les choses difficiles, Laurent Mercier. Difficile de maintenir mes murs, mes défenses. Peut-être que ces murs ne sont plus nécessaires, suggéra-t-il doucement.
La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée de nouveaux clients. Élise jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois retourner travailler », dit-elle en se levant. « Venez dîner ce soir si vous êtes libre. Sophie sera ravie de vous voir et nous pourrons discuter davantage. »« J'y serai », promit Laurent. Avant de retourner derrière le comptoir, Élise se pencha et déposa un rapide baiser sur sa joue. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout ». Ce simple geste, cette marque d'affection publique, aussi discrète soit-elle, réchauffa le cœur de Laurent plus que n'importe quelle validation professionnelle. En sortant de la boulangerie, il décida de marcher plutôt que de prendre un taxi. Il avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions. Les rues de Montmartre s'animaient sous le soleil automnal, artistes installant leurs chevalets, touristes déambulant appareils photo en main, habitants du quartier vacants à leurs occupations. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère. « Ton père est furieux. Nous devons parler. Dîner ce soir ?» Laurent sourit ironiquement. Il y a encore 2 semaines, il aurait immédiatement accepté, réarrangé son emploi du temps pour satisfaire cette convocation à peine déguisée. Aujourd'hui, sa réponse fut différente. Impossible ce soir. Engagé ailleurs. Déjeuner demain? La réponse ne tarda pas. Demain, 13 heures. Le Pré-Catelan. Ne sois pas en retard. Le restaurant étoilé, le ton impérieux, sa mère restait fidèle à elle-même. Mais Laurent se sentait étrangement détaché de cette dynamique familiale qui l'avait emprisonné si longtemps. Au lieu de retourner au bureau, il se dirigea vers le 15e arrondissement pour visiter l'appartement qu'il avait proposé à Élise. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'y avait pas mis les pieds. Situé dans un bel immeuble haussmannien ravalé récemment, il occupait tout le 3e étage, avec un balcon filant et un petit jardin intérieur accessible depuis la cuisine. En entrant, il fut frappé par la beauté froide et impersonnelle des lieux. L'appartement avait été décoré par un architecte d'intérieur renommé dans un style contemporain élégant, canapé en cuir blanc, table basse en verre, œuvres d'art abstraites au mur. Tout était parfait, design, et totalement dépourvu d'âme. Si Élise et Sophie acceptaient sa proposition, les choses devraient changer. Ces meubles cliniques seraient remplacés par des pièces plus chaleureuses, plus accueillantes. Les murs immaculés s'orneraient de dessins d'enfants, de photos de famille. La vie envahirait cet espace stérile. Laurent parcourut les pièces, s'arrêtant dans ce qui pourrait devenir la chambre de Sophie, spacieuse, lumineuse, avec vue sur le jardin intérieur. Il l'imagina remplie de livres, de jouets, de cette collection de coquillages soigneusement alignés sur le rebord de la fenêtre. Il visualisa Élise dans la cuisine, préparant le dîner pendant qu'il aiderait Sophie à faire ses devoirs sur la table du salon. Ces images mentales lui procurèrent une joie profonde, viscérale. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans une librairie et acheta plusieurs livres sur l'impressionnisme pour Élise, ainsi que des ouvrages scientifiques adaptés aux enfants pour Sophie. Ces cadeaux n'étaient pas destinés à les impressionner ou à les acheter, mais à nourrir leur passion, à montrer qu'il était attentif à ce qui les animait. Le soir venu, il se présenta à l'appartement d'Élise avec ses livres et un bouquet de fleurs simples, des marguerites et des bleuets qui évoquaient les tableaux de Monet qu'Élise aimait tant. Sophie lui ouvrit la porte et se jeta dans ses bras avec un enthousiasme qui le bouleversa. « Laurent, maman a dit que tu venais dîner. J'ai fait un dessin pour toi à l'école aujourd'hui. » Il la souleva dans ses bras, savourant cette affection spontanée qui contrastait tant avec la froideur de son enfance. « J'ai hâte de voir ça, » dit-il en entrant dans l'appartement. Élise apparut dans l'encadrement de la cuisine, vêtue d'un simple jean et d'un pull ample, ses cheveux relevés en un chignon négligé. Aux yeux de Laurent, elle n'avait jamais été plus belle. « Bonsoir », dit-elle avec un sourire timide. « Bonsoir », répondit-il en lui tendant les fleurs. Elle les prit en rougissant légèrement. « Elles sont magnifiques. Comme un tableau de Monet, non ?» C'était l'idée, confirma Laurent, touché qu'elle ait immédiatement saisi son intention. Le dîner fut simple, une quiche maison et une salade, mais délicieux. Sophie monopolisa la conversation, racontant sa journée d'école, montrant fièrement à Laurent le dessin qu'elle avait fait pour lui. 3 personnages se tenant par la main devant ce qui ressemblait à une maison. « C'est toi, maman et moi », expliqua-t-elle avec la fierté d'une artiste présentant son œuvre. Devant notre maison, Laurent et Élise échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant. Cette représentation innocente d'une famille unie les touchait tous deux, mais pour des raisons différentes. Espoir pour lui, appréhension pour elle. Après le repas,
Laurent aida Sophie à réviser ses leçons de sciences, expliquant patiemment le cycle de l'eau qu'elle devait apprendre pour le lendemain. Élise les observait discrètement tout en faisant la vaisselle, émue par la complicité qui s'était si rapidement établie entre cet homme et sa fille. Quand vint l'heure du coucher, Sophie insista pour que Laurent lui lise une histoire. Élise acquiesça, et il suivit la fillette dans sa chambre. Assis au bord du lit, il lut Le Petit Prince là où il s'était arrêté la dernière fois. Sophie blottit contre lui, buvant chaque mot avec attention. « Laurent, » murmura-t-elle, alors qu'il refermait le livre, « est-ce que tu vas devenir mon papa ?» La question, posée avec l'innocence désarmante de l'enfance, le prit au dépourvu. Il jeta un regard vers la porte, se demandant si Élise avait entendu, mais elle était toujours dans la cuisine. « Sophie, » commença Laurent, choisissant ses mots avec soin face à cette question inattendue, « je tiens beaucoup à ta maman et à toi. Mais devenir un papa, c'est une décision très importante que les adultes doivent prendre ensemble, avec beaucoup de réflexion. » La petite fille le regardait avec des yeux qui semblaient comprendre bien plus que ce que son âge suggérait. « Mais tu voudrais ?» insista-t-elle. « Si maman était d'accord ?» Laurent sentit son cœur se serrer. La vérité était qu'il y pensait, bien plus qu'il n'osait se l'avouer. En si peu de temps, ces deux personnes avaient pris une place démesurée dans sa vie, comblant un vide dont il n'avait pas pleinement conscience avant de les rencontrer. « Oui, » répondit-il doucement, « je crois que j'aimerais beaucoup ça. » Sophie sourit, satisfaite de cette réponse, et se blottit sous sa couverture. « Bonne nuit, Laurent, » murmura-t-elle en fermant les yeux. « Bonne nuit, petite étoile, » répondit-il en éteignant la lampe de chevet. Quand il revint dans le salon, Élise avait terminé la vaisselle et préparé 2 tasses de thé. Elle était assise sur le canapé, feuilletant l'un des livres sur l'impressionnisme qu'il lui avait offert. « Ces ouvrages sont magnifiques, » dit-elle en levant les yeux vers lui. « Merci encore. » Laurent s'assit à côté d'elle, à une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour sentir son parfum léger. « Sophie s'est endormie ?» demanda Élise. « Presque instantanément, » confirma-t-il. « Elle était épuisée, je crois. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruissement des pages que tournait Élise. Laurent l'observait, fasciné par la grâce simple de ses gestes, par la concentration qui adoucissait ses traits lorsqu'elle contemplait une reproduction de Monet ou de Renoir. « J'ai réfléchi à votre proposition, » dit-elle finalement en refermant le livre, « concernant l'appartement. » Laurent se redressa légèrement, attentif. Le vous était revenu, signe qu'elle abordait un sujet sérieux où elle sentait le besoin de maintenir une certaine distance. « Je ne peux pas l'accepter, » poursuivit-elle. « Pas comme ça, pas gratuitement. » Avant qu'il puisse protester, elle leva une main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je ne peux pas vivre dans un endroit qui ne m'appartient pas, où je me sentirai constamment redevable. Ce n'est pas ainsi que j'ai construit ma vie, et ce n'est pas le modèle que je veux montrer à Sophie. » Laurent hocha la tête, compréhensif mais déçu. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je respecte votre décision. Mais, reprit Élise, j'ai une contre-proposition. » Elle prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « Si cet appartement est vraiment un investissement pour vous, louez-le-moi. À un prix raisonnable, bien sûr, que je puisse assumer avec mon salaire actuel. Comme ça, notre relation reste égalitaire. Je garde mon indépendance, et Sophie bénéficie d'un meilleur cadre de vie. » Laurent réfléchit à cette proposition. Ce n'était pas ce qu'il avait envisagé. L'idée de recevoir de l'argent d'Élise, même symboliquement, lui semblait étrange. Mais il comprenait sa logique, son besoin de préserver sa dignité et son autonomie. « D'accord, » dit-il finalement. « Nous établirons un contrat de location en bonne et due forme, avec un loyer adapté à vos moyens. » Le visage d'Élise s'illumina de soulagement. « Merci de comprendre, » murmura-t-elle. « C'est important pour moi. »« Je sais, » répondit Laurent en lui prenant la main. « C'est l'une des nombreuses choses que j'admire chez vous, cette fierté, cette indépendance. » Leurs regards se croisèrent, et l'atmosphère entre eux changea subtilement. La tension qui avait accompagné leur discussion sur l'appartement se dissipa, remplacée par une chaleur plus intime. « Il y a autre chose dont nous devrions parler, » dit Élise, sa voix soudain plus basse. « Sophie m'a demandé ce matin si tu allais devenir son papa. » Laurent retint son souffle. Alors elle avait entendu. « Que lui as-tu répondu ?»« Que c'était compliqué, » dit Élise avec un petit sourire. « Que les adultes avaient besoin de temps pour être sûrs de leurs sentiments, que nous nous connaissions depuis très peu de temps. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Mais la vérité, Laurent, c'est que j'ai peur. Peur de la vitesse à laquelle tout cela se passe. Peur de m'attacher trop vite.
Peur que Sophie souffre si les choses ne fonctionnent pas entre nous. Laurent comprenait ses craintes. Lui-même s'étonnait de l'intensité de ses sentiments, de cette certitude qui grandissait en lui jour après jour. « Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, » dit-il, passant naturellement au tutoiement. « Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux te promettre une chose. Je ne prends pas à la légère ce qui se construit entre nous. Je ne joue pas. Mes sentiments pour Sophie et toi sont réels, profonds, et ils grandissent chaque jour. » Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Je suis tombé amoureux de toi, Élise Dubois, de ta force, de ta grâce, de ta dignité face aux épreuves. Je suis tombé amoureux de ta fille, de son intelligence, de sa sensibilité, de sa joie de vivre contagieuse. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de ces sentiments. Au contraire, je les accueille comme un cadeau inestimable. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de bonheur mêlées d'incrédulité. « C'est fou, » murmura-t-elle. « Nous nous connaissons depuis si peu de temps. Parfois, la vie nous offre en quelques jours ce que d'autres cherchent pendant des années, » répondit Laurent. « Je ne veux pas gâcher cette chance par peur ou par prudence excessive. » Il s'approcha doucement et l'embrassa, un baiser qui scellait ses aveux, qui promettait un avenir qu'ils construiraient ensemble, pas à pas. Quand ils se séparèrent, Élise appuya son front contre celui de Laurent, les yeux fermés, savourant cet instant de parfaite communion. « J'ai rencontré ta famille aujourd'hui, » dit-elle finalement, se redressant pour le regarder. « Enfin, ta mère. » Laurent se figea, stupéfait. « Comment ça ? Elle est venue à la boulangerie cet après-midi, après ton départ, » expliqua Élise. « Très élégante, très intimidante. Elle ne s'est pas présentée, mais j'ai immédiatement su qui elle était. Vous avez les mêmes yeux. » Une sourde angoisse envahit Laurent. Qu'a-t-elle dit ? Élise eut un sourire triste. Elle a commandé un café et un éclair au chocolat, puis m'a observé pendant que je servais d'autres clients. Quand la boutique s'est vidée, elle m'a demandé si j'étais bien Élise Dubois et si je fréquentais Laurent Mercier. Elle fit une pause, revivant visiblement ce moment inconfortable. Quand j'ai confirmé, elle m'a regardé de haut en bas, comme pour m'évaluer. Puis elle m'a parlé de toi, de ton brillant avenir, de l'empire Mercier, des responsabilités qui t'incombent. Elle a évoqué tes fiançailles précédentes avec la fille d'un industriel, ton mariage raté avec une avocate de renom. Laurent ferma brièvement les yeux, mortifié. Sa mère n'avait donc aucune limite. Que lui as-tu répondu ? Rien au début. Je l'ai laissé parler. Puis quand elle a commencé à suggérer que je n'étais qu'une passade, une expérience exotique avec le petit peuple, comme elle l'a si élégamment formulé, j'ai finalement réagi. Élise se redressa, une lueur de fierté dans le regard. Je lui ai dit que son fils était un homme remarquable, non pas pour sa fortune ou sa position, mais pour sa gentillesse, son authenticité, sa capacité à voir au-delà des apparences. Je lui ai dit que Sophie et moi n'avions pas besoin de son approbation pour être heureux avec toi, et que si elle tenait vraiment à ton bonheur, elle devrait peut-être te demander ce qui te rendait heureux plutôt que de décider à ta place. Laurent était partagé entre l'admiration pour le courage d'Élise et l'inquiétude quant aux conséquences de cette confrontation. Comment a-t-elle réagi ? Elle est restée silencieuse un moment, puis a terminé son café, laissé un pourboire excessivement généreux, et m'a dit « Nous verrons si vous tenez le même discours dans 6 mois, mademoiselle Dubois. » Et elle est partie. Laurent prit les mains d'Élise dans les siennes. « Je suis désolé que tu aies dû affronter cela. Ma mère peut être impitoyable quand elle pense que l'ordre des choses est menacé. Ne t'inquiète pas, » le rassura Élise. « J'ai survécu à bien pire qu'une dame de la haute société en tailleur Chanel. » Son humour face à cette situation difficile ne fit qu'accroître l'admiration de Laurent. « Tu es extraordinaire, » dit-il avec sincérité. « La plupart des gens se seraient effondrés face à ma mère. Je ne suis pas la plupart des gens, » répondit Élise avec un sourire malicieux. « Et je ne m'effondre pas facilement. Cette force tranquille, cette résilience face à l'adversité, c'était précisément ce qui avait attiré Laurent dès le premier jour. Non pas une fragilité à protéger, mais une force avec laquelle s'allier. « Tu vas la voir demain, n'est-ce pas ?» demanda Élise, redevenant sérieuse. Laurent hocha la tête, surpris par sa perspicacité. « Comment le sais-tu » Elle l'a mentionné. Un déjeuner au Pré-Catelan. « Je peux annuler », proposa Laurent, soudain peu enclin à affronter ses parents après ce qu'il venait d'apprendre. « Non, » dit fermement Élise. « Tu dois y aller. Dis-leur ce que tu ressens, ce que tu veux. Affirme tes choix. C'est important, Laurent, pas seulement pour nous, mais pour toi. » Elle avait raison, bien sûr. Il était temps de se tenir debout face à ses parents,
de revendiquer son droit au bonheur selon ses propres termes. « D'accord, concéda-t-il, j'irai. » Il regarda sa montre et réalisa qu'il était tard. Il devait partir, même si chaque fibre de son être voulait rester. « Je dois y aller, dit-il à regret. Demain sera une journée chargée. » Élise l'accompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il ne parte, elle le retint par la main. « Laurent, moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi. » C'est effrayant et merveilleux à la fois. Ces mots, prononcés avec une telle simplicité, une telle honnêteté, touchèrent Laurent plus que n'importe quelle déclaration élaborée. Il l'embrassa une dernière fois, savourant la douceur de ses lèvres, la chaleur de son corps contre le sien. « À demain !» murmura-t-il en s'éloignant à contre-cœur. « À demain !» répondit-elle, restant sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'escalier. Le lendemain, Laurent se réveilla avec une détermination nouvelle. Il s'habilla avec soin, costume sur mesure gris, chemise blanche, cravate bleue, mais ces vêtements qui autrefois définissaient son identité lui semblaient désormais n'être qu'une enveloppe, un uniforme nécessaire pour le combat qui l'attendait. Au bureau, il régla les affaires les plus urgentes, donna des instructions claires à son équipe concernant la fusion avec Digitech, puis se dirigea vers le Pré-Catelan pour son déjeuner avec ses parents. Le restaurant situé au cœur du bois de Boulogne était l'un des plus prestigieux de Paris. Laurent y avait ses habitudes, son nom sur la liste des clients privilégiés, sa table préférée toujours réservée, le sommelier connaissant ses goûts par cœur. Aujourd'hui pourtant, ce cadre luxueux lui semblait superficiel, presque étouffant. Ses parents l'attendaient déjà, impeccablement mis, son père en costume marine, sa mère en tailleur crème, tous deux arborant cette expression de supériorité détachée qui caractérisait l'aristocratie d'affaires parisienne. « Laurent !» l'accueillit froidement son père. « Tu es en retard. »« 3 minutes, » répondit calmement Laurent en consultant sa montre. « J'avais une entreprise à diriger ce matin. » Ce léger sarcasme ne passa pas inaperçu. Sa mère, Hélène Mercier, leva un sourcil surpris. « Assieds-toi » ordonna-t-elle, plus qu'elle ne l'invita. « Nous avons à parler. » Laurent prit place, dépliant sa serviette avec une lenteur délibérée. Il ne se laisserait pas intimider, pas aujourd'hui. « J'ai rencontré ta... distraction », commença sa mère après que le serveur eut pris leur commande. « Cette vendeuse en boulangerie. »« Son nom est Élise », corrigea Laurent, sa voix dangereusement calme. « Élise Dubois. Et elle n'est pas une distraction. »« Qu'est-elle alors ?» intervint son père. « Une aventure philanthropique ? Un acte de rébellion tardif. » Laurent les observa tour à tour. Ses parents, qu'il avait passé sa vie à essayer d'impressionner, dont l'approbation avait été le moteur de chacune de ses décisions pendant si longtemps. « Elle est la femme que j'aime », déclara-t-il simplement. « Elle et sa fille sont devenues essentielles à mon bonheur. » Un silence glacial accueillit cette déclaration. Sa mère reposa son verre de vin avec une précision calculée. « Tu la connais depuis quoi, 2 semaines? Et tu parles d'amour? Parfois, 2 semaines suffisent pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est authentique, » répondit Laurent. « J'ai passé des années dans des relations approuvées par vous, avec des femmes de notre milieu. Et qu'en ai-je retiré? 2 divorces et une solitude croissante. » Son père secoua la tête, visiblement agacé. « Tu traverses une crise de la quarantaine classique, Laurent. Achète-toi une voiture de sport, fais un voyage autour du monde, mais par pitié, ne compromets pas ton avenir et celui de Tech Future pour un caprice romantique. » Laurent laissa échapper un rire sans joie. « Un caprice? C'est ainsi que vous voyez ma quête de bonheur? Comme un caprice? Le bonheur est un luxe, pas un droit, » rétorqua sèchement son père. « Notre famille n'a pas bâti un empire en poursuivant des chimères sentimentales. Nous avons des responsabilités, un héritage à préserver. » Laurent sentit une colère froide monter en lui, mais il la contint, déterminé à rester maître de lui-même. « J'ai rempli mes responsabilités pendant 15 ans, » dit-il calmement. « J'ai triplé la valeur de Tech Future, ouvert des marchés sur 3 continents, créé des milliers d'emplois. Et pendant tout ce temps, qu'ai-je reçu de vous? Des exigences toujours plus grandes. Jamais un mot d'approbation, jamais une reconnaissance de mes sacrifices. » Sa mère semblait surprise par cette soudaine franchise. « Nous t'avons toujours soutenu, » protesta-t-elle. « Nous t'avons donné la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Vous m'avez donné tout sauf ce dont j'avais réellement besoin, » répliqua Laurent. « De l'affection, de la compréhension, le droit à l'erreur, le droit de choisir ma propre voie. » Il prit une gorgée d'eau, rassemblant ses pensées. « Aujourd'hui, à 42 ans, je prends enfin ce droit. J'ai rencontré une femme extraordinaire, intelligente, digne, courageuse, et sa fille,
une enfant merveilleuse qui m'a rappelé ce qu'était la joie pure, la curiosité sans calcul. Elles m'ont offert en quelques jours plus de chaleur humaine, plus d'authenticité que je n'en ai connue dans toute ma vie adulte. Il regarda ses parents droit dans les yeux, l'un après l'autre. Je vais continuer à diriger Tech Future avec la même excellence, la même vision. Mais ma vie personnelle m'appartient désormais. J'ai proposé à Élise et Sophie de s'installer dans mon appartement du 15e, et elles ont accepté, à leurs conditions, car Élise est bien trop fière pour accepter la charité. Je vais les aider à construire une vie meilleure, et en retour, elles m'aident déjà à devenir un homme meilleur. Son père posa ses couverts avec une lenteur délibérée, son visage se durcissant. Si tu persistes dans cette folie, ne compte pas sur mon soutien au conseil d'administration. Je peux encore influencer suffisamment de votes pour remettre en question ta position. C'était une menace directe, mais étrangement, Laurent n'en fut pas affecté. Pour la première fois, il voyait son père tel qu'il était vraiment, un homme prisonnier de ses propres règles, incapable d'envisager le bonheur en dehors des sentiers qu'il avait lui-même tracés. « Fais ce que tu dois faire, père, » répondit-il calmement, « et je ferai ce que je dois faire. Si le conseil veut me remplacer parce que j'ai choisi d'aimer une femme qui ne correspond pas à vos critères sociaux, alors peut-être que Tech Future n'est pas l'entreprise que je pensais avoir construite. » Sa mère, plus pragmatique, intervint avant que la situation ne dégénère davantage. « Personne ne parle de te remplacer, Laurent. Ton père s'inquiète simplement des répercussions potentielles sur l'image de l'entreprise, sur ta crédibilité auprès des partenaires et investisseurs. Ma crédibilité se base sur mes résultats, pas sur mon choix de partenaire, rétorqua Laurent. Et si certains de nos partenaires jugent mes capacités professionnelles à l'aune de ma vie privée, peut-être devrions-nous reconsidérer ces partenariats. Le déjeuner se poursuivit dans une atmosphère tendue. Les plats gastronomiques, langoustines, filets de bœuf Wellington, soufflés au grand marnier, défilaient presque sans être remarqués, tandis que la conversation tournait en rond, aucune des parties ne voulant céder du terrain. Au moment du café, sa mère fit une dernière tentative. « Invite-la au moins au gala de la Fondation le mois prochain », proposa-t-elle. « Donnons-lui une chance de s'intégrer, de comprendre notre monde avant de tirer des conclusions hâtives. » Laurent considéra cette proposition. Ce n'était pas une acceptation, à peine une trêve, mais c'était un début. « Je lui en parlerai », concéda-t-il. « Mais ce sera sa décision. Je ne la forcerai pas à affronter un environnement potentiellement hostile pour satisfaire vos exigences de conformité sociale. » Son père émit un grognement désapprobateur, mais ne dit rien de plus. La bataille était, sinon gagnée, du moins momentanément suspendue. En quittant le restaurant, Laurent se sentit étrangement léger, comme si un poids qu'il portait depuis l'enfance s'était allégé. Il avait tenu tête à ses parents, défendu ses choix, affirmé son droit au bonheur. C'était une petite victoire, mais une victoire tout de même. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Élise. « Comment ça s'est passé ?» Il sourit, touché par son inquiétude. « Mieux que prévu. Je te raconterai ce soir. Tu es libre ?» La réponse fut presque immédiate. « Toujours pour toi. Sophie a une soirée pyjama chez une amie. On pourrait dîner juste tous les deux ?» Cette perspective fit battre son cœur plus vite. Une soirée en tête-à-tête avec Élise, sans contrainte, sans interruption. C'était une opportunité précieuse. « Parfait. Je passe te chercher à 19h. Habille-toi simplement, j'ai une idée. » Au lieu de retourner au bureau, Laurent prit une décision impulsive. Il appela Madame Moreau et lui demanda d'annuler ses rendez-vous de l'après-midi, puis se dirigea vers le 15e arrondissement, vers l'appartement qu'il avait proposé à Élise et Sophie. Il avait un projet en tête, quelque chose qui transformerait cet espace froid et impersonnel en un véritable foyer potentiel pour elle. L'appartement du 15e arrondissement baignait dans la lumière dorée du soleil couchant. Laurent se tenait au milieu du salon, contemplant les changements qu'il avait opérés au cours des dernières heures. Avec l'aide d'un ami décorateur contacté en urgence et d'une équipe de déménageurs efficaces, il avait transformé l'espace. Les canapés en cuir blanc clinique avaient disparu, remplacés par un grand sofa confortable en tissu bleu profond. Les tables en verre avaient cédé la place à des meubles en bois chaleureux. Il avait ajouté des tapis moelleux, des coussins colorés, des lampes diffusant une lumière douce. L'art abstrait impersonnel avait été remisé au profit de reproductions d'œuvres impressionnistes. Monet, Renoir, Degas, qu'Élise affectionnait tant. Dans la chambre destinée à Sophie, il avait fait installer une bibliothèque garnie d'ouvrages pour enfants, un bureau adapté à sa taille
et même un petit télescope devant la fenêtre, se souvenant de son intérêt pour l'astronomie. Les murs, autrefois d'un blanc immaculé, étaient désormais peints d'un jaune doux, chaleureux comme un rayon de soleil. Pour la chambre principale, il avait opté pour des tons plus apaisants, bleu pâle et gris perle, avec un grand lit à la literie simple mais élégante. Sur la table de nuit, il avait placé quelques livres d'art qu'il savait qu'Élise n'avait pas encore lus. La cuisine, auparavant ultramoderne et peu fonctionnelle, avait été réorganisée pour devenir un espace convivial où préparer des repas en famille. Il avait ajouté une grande table en bois avec des chaises dépareillées, rappelant l'atmosphère chaleureuse de l'appartement d'Élise, mais avec l'espace dont elle manquait cruellement. Ce n'était pas un appartement de magazine de décoration, pas un espace designé pour impressionner. C'était un foyer, conçu pour vivre, pour grandir, pour aimer. En contemplant son œuvre, Laurent réalisa qu'il avait créé non seulement un espace pour Élise et Sophie, mais aussi pour lui-même. Un lieu où il pourrait enfin être authentique, loin des attentes et des jugements de son milieu d'origine. À 19h précises, il sonna à la porte d'Élise. Quand elle ouvrit, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle avait suivi son conseil de s'habiller simplement, jeans, bottines, pull ample couleur crème qui soulignait la douceur de son teint, mais à ses yeux, elle n'avait jamais été plus belle. « Tu es magnifique », dit-il simplement. Élise rougit légèrement, toujours peu habituée aux compliments. « Merci, où m'emmènes-tu? Tu as été mystérieux dans ton message. »« C'est une surprise », répondit Laurent avec un sourire énigmatique. « Fais-moi confiance. » Il lui prit la main et l'entraîna vers sa voiture. Pendant le trajet, il lui raconta son déjeuner avec ses parents, leur réaction mitigée, la proposition de sa mère concernant le gala. « Je n'ai pas besoin de faire mes preuves devant ta famille, » dit Élise avec une fermeté tranquille. « Mais si tu penses que c'est important pour toi, j'accepterai de les rencontrer. » Laurent lui serra la main, touché par sa générosité. « Ce qui est important pour moi, c'est que tu te sentes à l'aise. Nous avons tout le temps pour affronter ma famille. » Élise observait les rues défiler par la fenêtre, essayant de deviner leur destination. « Nous allons dans le 15e » demanda-t-elle, reconnaissant le quartier. Laurent sourit sans répondre, se contentant de se garer devant un bel immeuble haussmannien à la façade récemment ravalée. « Viens, dit-il en lui ouvrant la portière. « J'ai quelque chose à te montrer. » Ils montèrent jusqu'au 3e étage et Laurent sortit une clé de sa poche. Le cœur d'Élise battait plus vite, comprenant soudain où il se trouvait. « C'est l'appartement dont tu m'as parlé ?» demanda-t-elle doucement. Laurent acquiesça, ouvrant la porte et s'effaçant pour la laisser entrer en premier. Élise resta figée sur le seuil, stupéfaite par ce qu'elle découvrait. Loin du décor froid et minimaliste auquel elle s'attendait dans un appartement d'investissement, l'espace qui s'offrait à elle était chaleureux, accueillant, pensé dans les moindres détails. « Laurent, murmura-t-elle émue, qu'as-tu fait ? » « J'ai créé un foyer, répondit-il simplement. Pas pour impressionner, pas pour afficher un statut social, mais pour vivre, pour que Sophie et toi puissiez vous y sentir chez vous, pour que moi aussi, peut-être, je puisse m'y sentir chez moi. Avec vous. » Élise parcourut lentement les pièces, touchant les meubles, observant les détails, les reproductions de ses peintres préférés, les livres choisis avec soin, les petites attentions qui montraient à quel point Laurent avait été attentif à leur goût, à leurs besoins. Quand elle découvrit la chambre préparée pour Sophie, avec son télescope, ses étagères de livres et ses murs ensoleillés, ses yeux s'emplirent de larmes. « Elle va adorer », dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. « C'est parfait. » Laurent la suivait en silence, observant ses réactions, son cœur battant à l'unisson du sien. Quand ils revinrent dans le salon, Élise se tourna vers lui, le visage baigné de larmes mais illuminé par un sourire radieux. « Personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi beau pour nous, » dit-elle doucement. « Comment as-tu su exactement ce qui nous conviendrait ?»« J'ai écouté, » répondit simplement Laurent. « J'ai observé. J'ai essayé de comprendre ce qui rendait votre appartement si chaleureux malgré sa taille modeste. Ce n'est pas le luxe qui crée un foyer, c'est l'attention, l'amour qu'on y met. » Élise s'approcha de lui et posa une main sur sa joue, un geste d'une tendresse infinie. « Tu es un homme extraordinaire, Laurent Mercier. Pas pour ton argent ou ta position, mais pour ton cœur, pour ta capacité à voir l'essentiel. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, un baiser chargé de promesses, de gratitude, d'amour naissant. Quand ils se séparèrent, Laurent sortit de sa poche un document qu'il tendit à Élise. Le contrat de location comme convenu, un loyer raisonnable adapté à tes moyens.
Tout est en règle, légal et équitable. Élise prit le document, touchée par ce respect de sa volonté d'indépendance. Merci, dit-elle simplement, pour avoir compris ce qui était important pour moi. J'ai aussi une autre proposition, ajouta Laurent avec une légère nervosité inhabituelle chez lui. Une proposition personnelle cette fois. Il l'invita à s'asseoir sur le nouveau canapé confortable et prit place à côté d'elle, tenant ses mains dans les siennes. Ces dernières semaines ont été les plus riches, les plus authentiques de ma vie. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment, la connexion humaine, la simplicité, la joie de moments partagés sans artifice. Sophie m'a montré ce qu'était l'émerveillement pur, la curiosité sans calcul. Il prit une profonde inspiration. Je sais que tout va très vite entre nous, je sais que c'est fou, irrationnel peut-être, mais parfois, la vie nous offre une chance si claire, si évidente, qu'il serait insensé de ne pas la saisir par prudence excessive. Les yeux d'Élise s'élargirent, comprenant intuitivement où il voulait en venir. « Je ne te demande pas de m'épouser. »« Pas encore, » précisa Laurent avec un sourire. « Ce serait précipité et tu as raison de vouloir prendre le temps d'être sûr. Mais je voulais te proposer autre chose. Laisse-moi faire partie de votre vie quotidienne. Pas juste comme un visiteur régulier, mais comme un véritable partenaire. » Il hésita un instant avant de poursuivre. J'ai un appartement immense et vide dans le 7e que je n'ai jamais vraiment considéré comme un foyer. Je pourrais le vendre, ou le conserver pour des réceptions professionnelles si nécessaire. Mais ce que je veux vraiment, c'est vivre ici, avec vous deux. Pas tout de suite si tu n'es pas prête. Je pourrais commencer par y passer quelques nuits par semaine, puis progressivement plus de temps si tout se passe bien. Élise écoutait attentivement, son visage reflétant un mélange d'émotions, espoir, appréhension, bonheur. Ce serait un test, poursuivit Laurent. Une façon de voir si nous pouvons construire une vie ensemble, jour après jour, avec les défis et les joies du quotidien. Et si après quelques mois, nous sentons tous les trois que c'est la bonne voie, alors peut-être pourrons-nous envisager quelque chose de plus officiel. Il serra doucement ses mains. Qu'en penses-tu? Élise prit le temps de réfléchir, pesant soigneusement cette proposition qui changerait sa vie et celle de sa fille. « Sophie t'adore déjà, dit-elle finalement. Et moi aussi, je tombe amoureuse de toi un peu plus chaque jour. Mais tu as raison, nous devons être prudents, surtout pour elle. » Elle regarda autour d'elle cet appartement qui pourrait devenir leur nouveau foyer à tous les trois. « Commençons progressivement, » décida-t-elle. « Quelques nuits par semaine, comme tu l'as suggéré. Voyons comment Sophie réagit à une présence masculine régulière dans sa vie. Voyons comment nous nous adaptons à nos rythmes respectifs, à nos habitudes. » Laurent acquiesça, comprenant et respectant sa prudence. « Et je veux garder mon emploi à la boulangerie, » ajouta Élise fermement. « Pas seulement pour mon indépendance financière, mais parce que j'aime ce que je fais. Le contact avec les clients, la simplicité de ce travail. »« Bien sûr, » assura Laurent. « Je ne voudrais pas que tu changes qui tu es. C'est cette femme-là dont je suis tombé amoureux, fière, indépendante, authentique. » Élise sourit, touchée par cette compréhension. « En revanche, » poursuivit-elle, « je pourrais peut-être reprendre mes études à temps partiel. Histoire de l'art comme je l'avais toujours rêvé. Maintenant que nous aurons plus d'espace, que Sophie sera dans un meilleur environnement, ce serait merveilleux, » approuva Laurent avec enthousiasme. « Je pourrais t'aider avec Sophie les soirs où tu aurais cours. Nous formerions une équipe. Une équipe. Une famille. » Ces mots résonnèrent dans l'air entre eux, pleins de promesses et de possibilités. « Alors c'est décidé, » conclut Élise avec un sourire lumineux. « Nous allons essayer cette nouvelle vie pas à pas, jour après jour. » Elle se blottit contre lui sur le canapé, contemplant ce salon qui serait bientôt le leur. « Tu sais, dit-elle après un moment de silence confortable. Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait souvent que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin qu'on choisit d'emprunter chaque jour. Je crois que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. » Laurent déposa un baiser sur son front, savourant la simplicité parfaite de ce moment. « Et si nous emménagions ce week-end » proposa-t-il. « Je pourrais organiser le déménagement et Sophie aurait le temps de s'installer avant la reprise de l'école lundi. »« Ce serait parfait, » approuva Élise. « Sophie va être folle de joie quand elle découvrira sa chambre avec le télescope. » Ils restèrent ainsi enlacés, discutant de détails pratiques, faisant des projets, imaginant leur vie commune dans cet espace qui reflétait si bien ce qu'ils étaient ensemble. Un mélange harmonieux de leurs deux mondes, sans prétention ni artifice. Plus tard dans la soirée, après un dîner simple préparé dans leur nouvelle cuisine, ils se rendirent sur le balcon qui offrait une vue sur les toits de Paris. La nuit était tombée, et les lumières de la ville scintillaient,
comme autant d'étoiles terrestres. « C'est étrange, » murmura Élise, appuyée contre la balustrade, Laurent derrière elle, ses bras entourant sa taille. « Il y a à peine un mois, j'étais résigné à ma vie telle qu'elle était, modeste mais digne, centrée uniquement sur Sophie. Je n'espérais plus rencontrer quelqu'un qui accepterait mon passé, ma situation, mes priorités. » Laurent déposa un baiser sur sa tempe. « Et moi, j'étais convaincu que le succès professionnel suffirait à me combler, que la solitude était le prix à payer pour la réussite. Nous étions tous les deux incomplets, chacun à notre manière. » Élise se retourna dans ses bras pour lui faire face. « Et maintenant ?»« Maintenant, » répondit Laurent en caressant doucement sa joue, « nous avons une chance de construire quelque chose d'authentique. Pas une vie parfaite, il y aura des défis, des ajustements, des compromis, mais une vie vraie, pleine de sens. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Tu sais ce que Sophie m'a dit le premier jour, quand je l'ai raccompagnée jusqu'à votre immeuble? Que votre maison était petite mais pleine de chaleur. C'est exactement ce que je veux créer avec vous, un espace, peu importe sa taille ou son adresse, qui soit avant tout rempli de chaleur humaine, d'amour, de confiance. » Les yeux d'Élise brillaient dans la nuit parisienne, reflétant les lumières de la ville et une émotion profonde. « Je crois que nous y sommes déjà, » murmura-t-elle avant de l'embrasser sous le ciel étoilé. 3 mois plus tard, l'appartement du 15e arrondissement était devenu un véritable foyer. Les cartons de déménagement avaient cédé la place aux traces d'une vie partagée. Dessins de Sophie épinglés sur le réfrigérateur, livres entremêlés dans la bibliothèque, photos encadrées montrant leurs premiers moments ensemble. Laurent avait progressivement déplacé ses affaires de son appartement du 7e, n'y retournant plus que pour des réceptions professionnelles occasionnelles. Il avait trouvé un équilibre entre son rôle de PDG et sa vie personnelle, déléguant davantage, quittant le bureau à des heures raisonnables, restant présent pour les moments importants de la vie de Sophie. Élise avait repris ses études d'histoire de l'art à temps partiel, s'épanouissant intellectuellement tout en conservant son emploi à la boulangerie 3 jours par semaine. Laurent l'avait accompagnée à sa première exposition au musée d'Orsay, ému par sa connaissance approfondie, sa sensibilité face aux œuvres, sa capacité à transmettre sa passion. Sophie s'était adaptée à cette nouvelle vie avec la résilience et l'enthousiasme de l'enfance. Sa nouvelle école lui plaisait, elle s'était fait des amis dans le quartier, et surtout, elle avait accepté Laurent comme une présence constante et aimante dans sa vie. Le soir, c'était souvent lui qui l'aidait avec ses devoirs ou lui lisait une histoire avant de dormir, créant peu à peu des rituels qui ressemblaient étrangement à ceux d'un père avec sa fille. Leurs 2 mondes s'étaient entremêlés avec une harmonie que ni l'un ni l'autre n'auraient osé espérer. Les parents de Laurent, après une résistance initiale, avaient finalement rencontré Élise et Sophie lors d'un dîner tendu mais cordial. Si Hélène Mercier restait réservée, observant cette étrange alchimie familiale avec une curiosité méfiante, elle avait néanmoins été touchée par l'intelligence et la dignité d'Élise, ainsi que par l'effet évident que Sophie avait sur son fils, plus détendu, plus souriant qu'elle ne l'avait vu depuis son enfance. Ce soir-là, alors que Sophie dormait paisiblement dans sa chambre aux murs jaunes, Laurent et Élise étaient assis dans leur salon, partageant un verre de vin, discutant de leur journée. C'était devenu leur rituel, ces moments d'intimité où ils se reconnectaient, où ils partageaient leurs expériences, leurs réflexions, leurs rêves. « J'ai quelque chose à te demander », dit soudain Laurent, déposant son verre sur la table basse. Il se leva et alla chercher une petite boîte dans la poche de sa veste. Élise le regarda faire, son cœur s'accélérant en comprenant ce qui allait suivre. Laurent revint s'asseoir près d'elle, la boîte en velours bleu dans sa main. « Je voulais que nous prenions le temps de construire quelque chose de solide, de vérifier que nous pouvions vraiment former une famille, que Sophie accepterait ma présence dans votre vie. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague ostentatoire comme on aurait pu s'y attendre de la part d'un homme de sa fortune, mais un simple anneau en or surmonté d'une petite émeraude de la couleur exacte des yeux d'Élise. « Il y a 3 mois, je t'ai dit que c'était trop tôt pour te demander en mariage, » commença-t-il. « Ces 3 mois m'ont confirmé ce que je savais déjà au fond de moi depuis notre première rencontre. Tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Toi et Sophie, vous êtes ma famille, mon foyer, mon ancrage dans ce qui est vrai et essentiel. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes tandis qu'il prenait sa main dans la sienne. « Élise Dubois, veux-tu m'épouser? Non pas pour mon nom ou ma fortune, mais pour construire ensemble une vie authentique, pleine de ces petits moments de bonheur quotidien que nous avons découverts ensemble. »
Élise regardait alternativement la bague et le visage de Laurent, où se lisait un amour si profond, si sincère, qu'il effaçait toutes les barrières sociales, toutes les différences de milieu. « Oui », murmura-t-elle, sa voix à peine audible tant l'émotion était forte. « Oui, Laurent Mercier, je veux t'épouser, pour les bons et les mauvais moments, pour les petits déjeuners en famille et les disputes sur qui fait la vaisselle, pour tout ce qui fait une vie partagée. » Laurent glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa tendrement, scellant cette promesse d'avenir commun. Un bruit léger les fit se séparer. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre, en pyjama, les cheveux ébouriffés. « Maman » appela-t-elle d'une voix ensommeillée. « Pourquoi tu pleures ?» Élise et Laurent échangèrent un regard complice, puis firent signe à la fillette d'approcher. Elle vint se blottir entre eux sur le canapé, remarquant immédiatement la bague au doigt de sa mère. « C'est un anneau magique ?» demanda-t-elle avec l'innocence de ses 8 ans. Laurent sourit, caressant doucement ses cheveux. « D'une certaine façon, oui. C'est une bague qui signifie que ta maman et moi allons nous marier, que nous allons officiellement devenir une famille. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise, puis s'illuminèrent de joie. « Alors tu vas vraiment être mon papa ?» demanda-t-elle, se rappelant leur conversation d'il y a quelques mois. « Si tu le veux bien, » répondit Laurent avec émotion. « Je ne remplacerai jamais ton père biologique, mais j'aimerais être un père pour toi dans tous les sens qui comptent vraiment, être là pour toi chaque jour, t'aimer, te protéger, t'aider à grandir et à découvrir le monde. » Sophie réfléchit un instant, avec ce sérieux qui la caractérisait parfois. « Je crois que c'est déjà ce que tu fais, » dit-elle simplement. « Alors oui, j'aimerais que tu sois mon papa. » Elle se jeta à son cou, l'enlaçant avec une force surprenante pour sa petite taille. Laurent la serra contre lui, submergé par une vague d'amour paternel qu'il n'avait jamais connue auparavant. Élise les regardait, ces deux êtres qui étaient devenus le centre de son univers, et sentit que tout était exactement comme cela devait être. Non pas parfait, la vie ne l'est jamais, mais authentique, ancré dans l'essentiel. « Alors c'est décidé », déclara Sophie avec un sourire qui révélait sa dent de devant récemment tombée. « Nous sommes une vraie famille maintenant. »« Nous l'étions déjà », corrigea doucement Élise. La bague et le mariage ne font que le confirmer. Laurent acquiesça, un bras autour des épaules d'Élise, l'autre tenant toujours Sophie contre lui. « Une famille n'est pas définie par les papiers ou les cérémonies, dit-il, mais par l'amour, la confiance, le soutien que l'on s'apporte mutuellement chaque jour. » Sophie bâilla, soudain rattrapée par le sommeil. « Je peux dormir avec vous ce soir ?» demanda-t-elle. « Pour célébrer ?» Élise et Laurent échangèrent un regard amusé et tendre. « Juste pour cette nuit spéciale », accepta Élise. Ils se dirigèrent tous les trois vers la chambre principale, Sophie déjà à moitié endormie dans les bras de Laurent. Alors qu'ils s'installaient dans le grand lit, la fillette entre eux deux, Laurent croisa le regard d'Élise par-dessus la tête bouclée de Sophie. « Merci » articula-t-il silencieusement. « Pourquoi » demanda-t-elle, tout aussi silencieusement. « Pour avoir changé ma vie, pour m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Élise lui sourit, ce sourire lumineux qui avait capturé son cœur dès le premier jour. « Nous l'avons fait ensemble » répondit-elle. « Un banc de parc, une invitation innocente et le courage de laisser entrer l'inattendu dans nos vies. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente au destin individuel qui se jouait derrière ces milliers de fenêtres illuminées. Mais dans cet appartement du 15e arrondissement, quelque chose de rare et de précieux s'était construit. Un foyer véritable, fondé non pas sur les conventions sociales ou les attentes extérieures, mais sur cette alchimie mystérieuse qui transforme des êtres différents en une famille. Et tout avait commencé par cette simple question, posée par une voix d'enfant. « Monsieur, vous avez fait tomber ça.